Bonjour, nous voici à la dernière partie de l'émission. Nous sommes sur CJMD 969 à Lévis. Je vous présente maintenant une première partie d'entrevue que j'ai réalisée avec Alex Saraf, qui est l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain, qui est paru chez les éditions Béliveau Éditeur. Monsieur Saraf est psychopédagogue, professeur de psychologie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un professeur polyvalent qui a enseigné divers cours reliés à la psychologie. Alors, je vous invite à l'écouter. À tout de suite. Bonjour Alex Saraf, ça va bien? Oui, bonjour, ça va? Oui, tu es psychopédagogue, enseignant en psychologie au Cégep de Saint-Laurent. Tu as écrit un livre de vulgarisation en psychologie qui s'intitule La psychologie pour apprécier l'humain, qui est publié aux éditions Béliveau Éditeur. Donc, on retrouve sur la couverture de ton livre le sous-titre « La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée ». Donc ça fait beaucoup réfléchir. Puis ça nous. Donc, ça veut dire que c'est nous qui rendons la vie compliquée ou les autres ou les deux? Premièrement, c'est une citation d'une de mes anciennes connaissances. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Moi, au début, la façon que je l'avais vue, ce sont les autres qui nous rendent la vie plus compliquée. Parce que les relations interpersonnelles sont difficiles, sont compliquées. Tu sais, j'ai écrit dans mon livre, nos relations interpersonnelles sont à la fois enrichissantes et nourrissantes, mais peuvent être aussi compliquées et déroutantes. Puis il y a aussi la violence dans les relations interpersonnelles. Par exemple, chez les adolescents, un ado sur 5, en fin de compte, un ado sur 5 vit de la violence dans sa relation de couple. Puis, tu sais, chaque personne a son style de personnalité, son caractère, son tempérament, son ego. Moi, la façon que je l'ai vu au début, ce sont les autres qui nous rendent la vie plus compliquée. Mais ensuite, il y avait l'autre côté de la médaille. Il y avait les autres personnes qui l'ont vu on peut nous rendre la vie plus compliquée soi-même. Puis là, je me suis dit, ça se peut, c'est vrai que les autres, on peut se rendre notre vie plus compliqué, puis je me suis dit, c'est vrai, parce que parfois, on peut saboter notre propre bonheur. Tu sais, on cherche la personne idéale, la relation amoureuse parfaite, hein, la perfection, ça n'existe pas. On a la difficulté à accéder à notre propre bonheur, que ce soit notre bonheur personnel, professionnel, amoureux, etc., là, amical, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a les deux façons de voir les choses, les deux côtés de la médaille, puis les deux sont vrais. Intéressant. Est-ce que, il y a une autre expression que j'aime beaucoup que tu utilises dans ton livre, c'est découvrir la mosaïque humaine. Puis je te cite, c'est un extrait que je lis à la page 16 de ton livre. Vas-y. C'est chaque être humain est beau en son genre, comme chaque fleur est ravissante. Comme les pétales qui composent une fleur, chaque être humain a ses propres caractéristiques physiques et psychologiques. Il suffit de comprendre la psychologie de l'individu pour apprécier celle-ci. Donc, qu'est-ce que tu apprécies, toi, de l'être humain? Moi, j'apprécie, premièrement, chacun a sa propre couleur. J'apprécie la différence, que chaque personne est unique. Hein? Donc, ça, c'est un des slogans au programme éducatif de la garderie, des centres de la petite enfance. Chaque enfant est unique. Donc, moi, je pense la mosaïque humaine, puis je l'enseigne à mes étudiants, que chaque personne est unique. Ça veut dire qu'il a sa propre personnalité, ses forces, ses points à améliorer, ainsi de suite, son vécu, son expérience personnelle, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est ça ce que j'apprécie de l'être humain. J'apprécie aussi les gens qui sont authentiques, les gens qui sont vrais, les gens qui sont sympathiques, les gens qui sont empathiques. Pour moi, c'est important, l'empathie ou la sympathie. Les gens qui vont aussi dire les vraies affaires, nous le dire en personne, quand ils sont contents, quand ils sont pas contents, et ainsi de suite. Puis le respect aussi, c'est important pour moi. Les relations interpersonnelles qui vont bien, en fin de compte, puis d'accepter la différence aussi. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'apprécie. Puis qu'est-ce qu'on aime un peu moins de l'être humain? Moi, ce que je n'aime pas, ou ce que j'aime moins, parfois, j'ai de la difficulté avec les gens qui sont plus stratégiques. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est authentique. Donc, quand on est authentique, on veut être associé avec des gens qui sont authentiques. Je comprends pourquoi aussi il y a des gens qui sont stratégiques. Et parfois, il faut être stratégique. Moi, ce que je n'aime pas aussi, c'est les gens qui sont plutôt passifs-agressifs. Ça, j'aime pas ça. Ça veut dire que moi, j'aime les gens qui sont affirmatifs.
Passif, ça veut dire que tu ne le dis pas à la personne, mais tu le dis derrière son dos. Puis ça, j'aime pas ça. Si tu as quelque chose que t'aimes pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, j'aimerais ça que tu me le dises. Puis si t'es pas capable de me le dire, pourquoi tu le dirais à quelqu'un d'autre? Puis moi, je l'entends après. Ça, c'est ce que j'aime pas. Ça me dérange. Le manque de respect aussi. L'agressivité, la banalisation de la violence aussi. Les gens qui jugent, ça, j'aime pas ça. Je peux être honnête avec toi. J'aime pas être jugé parce que moi, je juge pas les gens. J'aime accepter les gens tels qu'ils sont. Donc, tout ce qui est sexisme, homophobie, xénophobie. On peut en nommer plein. Homophobie, transphobie, là, regarde ce que j'aime pas. Puis c'est ça. Puis comment on peut expliquer ça, ce côté sombre de l'humain? Moi, je pense que c'est la nature humaine qui a toujours existé. Faut comme l'accepter que ça existe. Ça autant existe. Le positif que le négatif. Le négatif, ça existe le positif. Moi, ce que j'aime pas aussi, c'est quand on focus juste sur le négatif. Donc, il faut voir aussi le positif. Moi, je suis d'approche psychologie positive, donc on va en parler tantôt. De prendre le négatif, puis de le tourner en positif, d'entendre aussi le positif. Je veux entendre le positif, qu'est-ce qui va bien. Parfois, on entend juste du négatif. Puis, les rapports de force aussi, la domination, les gens qui ont des personnalités fortes aussi, c'est difficile aussi parfois. Parce que quand on a une personnalité forte, puis on est avec une autre personne qui a une personnalité forte, c'est difficile de s'accommoder. Fait que quand les relations interpersonnelles sont compliquées, donc, je pense que oui. C'est ça. Ça a toujours existé, cette nature humaine-là, et ça ne changera pas. Est-ce qu'on peut quand même s'améliorer au fil du temps? Je pense qu'on peut s'améliorer. C'est que moi, je crois aussi que les attitudes sont difficiles à changer, puis j'en parle des attitudes dans mon livre. L'attitude, c'est l'aspect cognitif, intellectuel, les pensées, les croyances, les attentes, etc. C'est l'aspect comportemental, ça veut dire les gestes que l'on voit, action, réaction, observable, mesurable. La définition de psychologie en direct, le livre. Puis aussi, on a l'aspect affectif, l'aspect émotif. Donc, on peut changer les comportements, on peut donner des punitions, etc. Mais on peut changer aussi les façons de penser, faire de la restructuration cognitive, les pensées biaisées, irrationnelles, dysfonctionnelles, puis reformuler nos propres pensées, nos propres croyances biaisées. Mais c'est difficile de changer l'affectif. Quelqu'un qui n'a pas aimé ta face, il n'a pas aimé ta face, puis ça ne changera pas. Les gens qui t'aiment pas, moi aussi, moi je crois que les gens qui ont une image négative de nous, une perception sociale, que c'est très ancré, ça nous appartient ce que les gens pensent de nous, en fin de compte. Il ne faut pas s'en faire. On peut pas être aimé par tout le monde. Non, c'est ça, on peut pas aimer tout le monde. Non. Puis on peut pas se faire aimer de tout le monde non plus. Puis on veut pas être aimé par tout le monde. Pourquoi on veut être aimé par tout le monde? Ça serait le fun de l'être. Ça, c'est l'idéal. On n'est pas dans un monde idéal. Puis il faut accepter la nature humaine telle qu'elle est née. Puis il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, puis etc. Puis les gens qui peuvent être plus différents. Puis la différence dérange. L'originalité aussi. Puis ça leur appartient à eux autres. Ça nous appartient pas. Nous, on peut changer nos propres comportements, nos façons de penser. L'affectif, c'est très difficile à changer. On peut changer les attitudes, oui. Mais on est qui on est, en fin de compte. Puis dans ton livre, tu abordes plusieurs thèmes. Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-uns? Ouais, mais c'est ça, de mémoire, l'adolescence. Donc, c'est sûr que moi, j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent à Montréal depuis plus qu'une quinzaine d'années. Donc, je parle de l'adolescence comme une période de développement humain entre l'enfance puis le début de l'âge adulte. Donc, c'est une période qui est difficile aussi à vivre, une période de remise en question, de questionnement, de découverte de soi, d'expérimentation, de construction de l'identité, de concept de soi, etc. Puis, je parle aussi de la santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est le deuxième chapitre qui a été validé par une sexologue clinicienne, Nicole Audette, parce qu'il y avait des gens aussi qui ont lu des chapitres du livre. Oui, c'est ça. Il y a une particularité intéressante, c'est qu'il y a plusieurs spécialistes dans le domaine qui ont validé le contenu de ton livre. Il y a plusieurs spécialistes qui ont validé le contenu. Premièrement, Yvon Dallaire, qui est un psychologue clinicien qui vient ici une fois par mois, en fin de compte, avec Marilyn Petit, Toi et nous. C'est moi qui avais dit à Yvon Dallaire sur Facebook à propos de l'émission de Marilyn Petit que j'ai passé avec elle, Toi et nous. Puis là, il était intéressé. Ils se sont contactés, puis c'est lui qui s'en vient, là. Puis c'est un psychologue clinicien dans la ville de Québec
c'est un formateur, c'est un conférencier, puis c'est un grand auteur, un grand succès, renommé international. Puis c'est lui qui a écrit la préface de mon livre. Donc, il a lu tout le livre, puis a validé tout le livre. Ensuite, il y avait les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre qui ont été validées par Michel Doré, qui est un sociologue de la sexualité, qui a écrit beaucoup de livres, là, renommé international aussi. Il y avait Nicole Audette, que je connais, qui est sexologue clinicienne, qui a validé le chapitre sur la santé sexuelle. Puis il y avait ensuite Yves Saint-Arnaud. Yves Saint-Arnaud, c'est un ancien psychologue d'approche humaniste, c'est un auteur aussi, qui a validé le chapitre sur la dynamique de groupe par rapport à son modèle de groupe optimal. Puis il y avait aussi André Binette qui a lu le chapitre sur la santé mentale et la psychopathologie. Donc, il y avait ces 5 auteurs, en fin de compte, que je voulais que ces gens-là, en fin de compte, valident les chapitres. Puis, il y a aussi le chapitre sur la santé mentale, la psychopatho. Il y a le chapitre sur l'amour et le deuil, sur la santé amoureuse, sur les relations interpersonnelles, la dynamique de groupe, ces ados, élèves qu'on aime. Je me suis inspiré du livre de la thérapeute, enseignante et psychopédagogue Martine Beauvais qui a écrit Ces ados qu'on aime. J'ai écrit Ces ados, élèves qu'on aime, etc. Là, c'est vraiment 12 chapitres. Il y a 2 chapitres sur la pédagogie collégiale, la violence dans les relations aussi. Puis la vie, peau de pétales de fleurs, épilogue contenu a posteriori. Donc, c'est ça. C'est un livre, en fin de compte, qui a été publié, si tu me permets, en septembre 2017. Puis, ça fait 1 an qu'il a été publié. C'est un livre qui est un succès, si tu me permets de le dire, parce que il s'est même vendu en France puis en Suisse. Donc, je suis très content. Félicitations. Merci, c'est gentil. C'est vraiment, écoute, ça fait partie de ma vie. Ça m'a pris 3 ans de l'écrire en enseignant à temps plein, en donnant les nouveaux cours, psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale. Ça a pris du temps pour le publier. Là, je suis rendu à ma 2e année de promotion. Donc, ça fait plusieurs années de ma vie. Puis, il est en version électronique EPUB. Puis, il était dans toutes les librairies, en fin de compte. Là, après 1 an, c'est sûr qu'il est dans 2 librairies. Je suis dans 2 Indigo. Donc, on peut, en fin de compte, aller dans n'importe quelle librairie, Renaud-Bré, Archambault, etc., n'importe laquelle, là, que ce soit à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saguenay. Là. Il est disponible assez facilement. Oui, c'est ça. Tu y vas dans la librairie, puis ça prend 5 jours ouvrables environ pour le commander, puis ils vont le commander pour toi. Ou tu peux aller sur bélivoéditeur.com, Archambault, Renaud-Bré, Indigo, n'importe quel site web, tu le commandes, puis ils vont te le livrer. Puis Indigo, je pense qu'aussi... c'est ça, il livre les livres aussi, là. OK. Donc, c'est ça, là, il y a encore c'est la 2e année de promotion qui commence, là. Bon. Écoute, avant d'aborder les sujets de ton livre, tout ce qui a trait à la psychologie, ça te tente-tu de t'amuser un petit peu? Oui, vas-y. Je vais te poser des questions en rafale pour connaître un peu plus l'auteur derrière le livre. Vas-y. Donc, on va commencer doucement. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre-là? Y a-tu eu un événement déclencheur? L'élément, la base, c'est que en mars-avril 2007, j'avais l'idée, je sais pas, j'avais l'idée que je voulais publier l'essai de ma maîtrise. OK. Parce que j'ai fait la maîtrise en psychopédagogie à l'Université de Montréal. Okay. J'ai le bac en psycho aussi. Donc, je voulais le publier. Puis, c'était difficile à publier aussi parce que c'était un essai de maîtrise. C'est ce que je veux dire? Puis là, au fur et à mesure que les années avançaient, je me suis dit non, il faudrait que je le change. Je mets plus par rapport à d'autres chapitres. Ça serait pas sur la pédagogie collégiale seulement, mais il y a 2 chapitres sur la pédagogie collégiale parmi les 12 dans mon livre. Donc, au fur et à mesure que les années avançaient, je dis attends, j'ai pris des formations avec sexologues, psychologues, psychanalystes, etc. Puis je voulais partager le fruit intellectuel de mes connaissances pratiques et théoriques et ce que j'enseigne aussi. Puis je me suis dit, je voulais un livre de vulgarisation en psychologie. Puis je voulais un projet professionnel et aussi personnel qui m'appartient, qui est le mien. Puis que j'aurais ce projet-là. J'avais besoin d'un projet professionnel à faire tout seul qui m'appartenait, parce que j'enseignais à temps plein pendant des années, là. Ça fait 10 ans que j'enseigne à temps plein. Donc, puis j'ai enseigné à temps partiel avant, j'ai fait quelques cégeps aussi.
Puis là, c'est ça ce que je me suis dit, je vais le publier. Puis après avoir fait la formation aussi avec Yvon Dallaire, les 60 heures de psychologie, de thérapie conjugale positive, puis les 60 heures de psychologie, de sexologie, thérapie sexuelle positive, là, en fin de compte, avec Dr. Yves Psalti, qui est PhD en sciences biomédicales. Je me suis dit, j'ai pris les formations, je pourrais partager les autres formations. Puis, c'est ça. Puis, je voulais un livre, en fin de compte. Je voulais que mes messages passent. Ouais. Que la vie est belle et simple, c'est les gens qui remplissent, c'était compliqué. Que pour moi, une faute avouée est à moitié pardonnée. Qu'il faut voir le côté positif plutôt que le négatif. Que la santé mentale, c'est important. La santé sexuelle, l'amour et le deuil. Il y a, ce chapitre-là aussi. Je voulais parler des ados. Puis, je voulais que ce soit un livre simple. Avec humour, simple à lire, vulgarisation, que monsieur, madame, tout le monde, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui sont vraiment simples à lire. C'est pas un livre de niveau universitaire, là, tu sais, que tu as besoin de lire les 200 pages ou 300 pages, en fait. Donc, le livre s'adresse aux adolescents ou aux adolescents, aux cégepiens? Les cégepiens, les adolescents, monsieur, madame, tout le monde, les parents, les enseignants, n'importe qui, ça se lit très bien en 3 soirées, toute une fin de semaine de 199 pages. Puis aussi, je voulais le publier avec Béliveau Éditeur dès le début parce que je me suis dit ça va être un ajout à leur répertoire, étant donné que c'est un livre de psychologie. Oui. Parce qu'ils ont des livres de psychologie, mais il y avait aussi des livres ils avaient surtout des livres de psychoéducation. Donc, je me suis dit ça va être le fun pour Béliveau Éditeur, c'était mon premier choix, que ça va être un livre de psycho pour eux. Parce que les autres maisons d'édition aussi, Québec Loisirs, etc. Puis j'adore travailler avec eux. J'ai adoré collaborer, en fin de compte, avec eux. Je leur remercie du fond du cœur, Mathieu Béliveau, Annabelle Boyer, Sylvain Dion, d'avoir permis la publication de ce livre. C'est tout un projet, c'est beaucoup de travail. Les gens s'en rendent pas compte. Oui, c'est beaucoup de travail. Est-ce que c'est un rêve de jeunesse d'écrire un livre? Non, c'était pas un rêve. Spontanément? C'était un rêve depuis mars-avril, printemps 2007. Et là, j'ai su en février 2017, 10 ans après, en mars, je pense que c'était en mars ou avril 2017, 10 ans après, Béliveau Éditeur avait dit qu'il publie. Bon. Ça a pris 10 ans. Mais tu sais, je l'ai écrit le manuscrit, mais je savais pas s'il allait être publié aussi. J'ai pris un risque parce que parfois on publie un livre qui n'est pas publié. C'est difficile de publier son livre, surtout dans la province de Québec. Donc, c'est un projet que je voulais. Puis, tu sais, les gens ont dit pourquoi suivi le flow, dans le fond. J'ai suivi le flow, j'ai suivi mon rêve. Je voulais ce livre-là. C'est mon projet pendant 10 ans que je le voulais. Puis c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné. Puis je suis très fier. Puis je suis très content du résultat, en fin de compte. Puis quand on écrit un livre, pour l'avoir fait moi-même, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Mais premièrement, c'est libérateur d'avoir écrit le livre. C'est des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, peut-être vécues aussi. Parce que veut pas, un auteur écrit sur un sujet qu'il connaît. Donc, c'est des choses aussi que j'apprends à mes étudiants, dans mes cours, des choses que j'ai vues, tu sais, comme une faute avouée est à moitié pardonnée, les gens qui peuvent nous blesser, ainsi de suite, qui s'en rendent pas compte des conséquences négatives qu'ils ont sur nous, en fin de compte, qui nous rendent la vie plus difficile, c'est vrai. Tu sais, veut pas. Puis, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que j'aime écrire. J'ai appris que j'aime partager mes connaissances. J'ai appris que j'ai cette force-là. Parce qu'au début, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je pourrais le dire aussi, je suis quelqu'un qui était un petit peu comme privé, discret. Tu sais, au début, comme, j'ai appris beaucoup sur moi, que j'y vais jusqu'au fond pour mes rêves, je le savais toujours. Mais, tu sais, comme, que je suis correct, que j'ai fait Facebook, que je suis sur Facebook, que j'ai mis mes vidéos sur YouTube. Au début, je voulais pas mettre aucune capsule. Je voulais pas mettre de capsule vidéo sur YouTube. Je ne voulais même pas ma photo à l'endos de la page couverture. Mais j'ai tout fait. J'étais allé jusqu'au bout, jusqu'à mes limites où je pouvais y aller. Tu es sorti de ta zone de confort. Je suis sorti de ma zone de confort. Puis là, il y a l'animateur Kamal, je me rappelle plus de son nom de famille, je suis désolé, pour le canal Ici Télévision, l'émission Arts et Lettres.
puis ils veulent m'inviter en 2019. Oh, c'est cool. Donc, ça serait génial d'aller à la télévision. Puis ça aussi, ça me fait sortir de ma zone de confort. Parce que veux pas, c'est stressant. C'est pas tout le monde qui va aimer ce que tu dis à la télévision aussi, même à la radio. On peut pas être aimé par tout le monde. Puis les gens jugent aussi, c'est certain. Mais c'est sorti de ma zone de confort. Puis j'ai cette force-là en moi. C'est ce que j'ai appris, que j'ai cette force-là en moi de le faire, de le publier. Puis, au début, les auteurs, nous autres, quand on publie un livre, ça, je vais être honnête avec toi parce que j'ai, avec vous autres aussi, les auditeurs, quand on publie un livre, puis j'en ai parlé à plusieurs auteurs que je connais qui ont publié, on a toujours la peur de publier son livre. On a la peur dans le sens que, puis moi, je l'avais, dans le sens que moi, j'ai été ambivalent de publier mon livre jusqu'à la fin. Je l'ai été pendant 10 ans, mais j'étais plus ambivalent quand j'ai su que le livre était à la reprographie. C'est parce qu'on s'expose. On expose. C'est pas juste qu'on s'expose parce que c'est ça, on s'expose, oui, mais c'est parce qu'on est ambivalente. Moi, j'ai écrit dans mon livre ainsi que des désirs et d'ambivalence d'avoir publié le livre. C'était là pendant 10 ans. On est ambivalent, on a la crainte de qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont juger? Est-ce qu'il y en a qui vont pas aimer? Qu'est-ce que ça va donner? Puis c'est ça, puis le livre, c'est sûr que on s'ouvre aussi à la critique. Moi, j'ai eu des bonnes critiques par rapport à mon livre. J'ai pas entendu du négatif du tout, là. Mais tu sais, je suis comme, on sait pas, puis c'est toujours comme ça. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais suivi une conférence, si tu me permets, avec Marie-Cécile Labrèche, qui a publié le livre, qui a écrit le livre à grand succès, un livre d'autofiction, Borderline. Oui. Puis une journée avant que le livre sorte, là, édition Boréal, elle nous avait dit ça en conférence. Une journée avant, elle a dit je veux pas que mon livre sorte demain. C'est ce que je veux dire, mais il est trop tard. Mais parce qu'elle voulait pas. C'est comme le dernier saut. C'est le dernier saut. Non, je veux pas. Mais ça s'est publié, puis c'était super bon, son livre. Puis son livre, Borderline, puis La Brèche, ont servi pour le film avec le personnage, entre autres, principal, Isabelle Blais. Le film Borderline, qui a été co-scénarisé par Marie-Cécile Labrèche et Lynn Charlebois. Donc, c'était génial. Le film, les psychologues cliniciens ont vraiment aimé le film Borderline, puis le grand public aussi. Ça parle du trouble de la personnalité borderline, là. Oui, c'est ça. T'en parles justement dans le livre un petit peu. J'en parle, de l'instabilité, tout ça, là. Mais ils sont attachants, les borderline. Vas-y. Comment t'as procédé pour écrire ton livre? Avais-tu une routine particulière? C'est ça. C'est une bonne question que tu me poses. C'est que moi, ce que je faisais, c'est que moi, j'enseigne à temps plein depuis 10 ans, puis j'ai enseigné à temps plein, puis j'ai donné les cours psychologie de la sexualité pour la première fois, puis santé mentale, en écrivant le livre pendant 3 ans. Moi, ce que je faisais, c'est ça ce que je dis aux gens qui veulent écrire un livre. Tu écris, tout le monde dit ça, là, ceux qui ont écrit un livre. Tu écris quand tu veux écrire. Dans le sens que si il est 8 heures le soir, puis tu as le goût d'écrire, tu t'en vas, tu te dis, attends, j'ai écrit par rapport, mettons, à l'empathie. Je vais ajouter ça, je vais ajouter la définition, je vais ajouter des exemples. Tu écris quand tu as envie d'écrire. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'enseignais. Tu sais, parfois, j'enseigne jusqu'à 6 heures, parfois, j'enseigne jusqu'à 3 heures. Puis, je venais chez moi, puis j'écrivais quand j'avais envie, puis quand je voulais réviser les choses. Et je peux te dire que parfois, j'enseignais à 8 heures le matin, puis je dormais à 2h30 du matin et je devais me réveiller 4 heures après pour 6h30. Puis à un moment donné, j'ai tapé tellement quand j'écrivais, j'avais comme un petit peu de syndrome de tunnel carpien, parce que j'écrivais beaucoup, mais j'avais comme un petit peu mal parce que là, j'écrivais pendant 3 ans, mais en énorme, c'est parfois une semaine, tu n'écris rien, là. Pendant 2 mois, tu n'écris rien. Tu comprends-tu? Puis là, réviser pour le français, le relire le manuscrit quand je suis... où est mon balcon chez moi au centre-ville de Montréal dans mon 3,5 dehors, tu lis, en été tu lis, tu vois, ça je vais le changer, ça, ouais. Et c'est ça, ce qu'il faut aller, c'est, j'ai pas eu le syndrome de la page blanche, parce que je l'ai écrit quand je voulais le changer, puis à la fin aussi, il y avait beaucoup de changements à faire, là, pas beaucoup, mais il y en avait des changements, là. J'ai lu le livre 9 fois avant qu'il soit publié pour m'assurer qu'il n'y a aucune erreur de français. Ah oui, c'est une démarche qui est longue. C'est une démarche qui est longue, qui est vraiment difficile, mais j'ai dit aux gens d'aller de le faire, là, ceux qui veulent. Il y en a qui ont publié, qui l'ont pas envoyé aux maisons d'édition. Il y en a qui l'ont envoyé, que ça n'a pas été accepté. Ils ont fait aussi à compte d'auteur, ce qui est bon aussi. Ils ont fait ce qui est bon pour eux autres. Mais il faut essayer. Moi, j'ai pris le risque.
Puis je l'ai fait. Donc c'est un projet, là, en fin de compte, c'est ça. Super. Une dernière question avant d'aller Oui. à la pause. C'est quelles sont tes sources d'inspiration en tant qu'auteur ou qu'est-ce qui t'inspire dans la vie en général? Moi, j'aime les livres de psychologie. J'aime les livres de psychologie. J'aime les livres... les choses que, tu sais, comme... Ce qui m'inspire, c'est aussi les conférenciers, ce qu'ils disent en conférence, les vignettes cliniques. Ce qui m'inspire, c'est les récits de vie des gens. Puis que la diversité aussi, la nature humaine, je sais pas ce qui m'inspire. En fin de compte, c'est ça. C'est ce qui m'inspire, c'est mes adolescents aussi m'inspirent parce que je leur enseigne à chaque jour, là, 4 jours semaine. Ouais. Puis les gens aussi, ce qui m'inspire, ce sont les gens qui ont un récit de vie. Parce que moi, je crois à ça, parce que un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, c'est chaque personne a son histoire. Donc, ce qui m'inspire aussi, c'est que chaque personne a son experiencing, c'est-à-dire son expérience unique. Ce qui m'inspire, c'est les psychologues cliniciens, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on entend, d'être à jour aussi. Les sources d'inspiration, c'est vraiment les auteurs, les gens que je connais, les gens qui ont publié, les gens à qui j'ai confiance aussi. Super inspirant. Ouais, merci, c'est gentil. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Alex Saraf, qui est psychopédagogue au Cégep Saint-Laurent, je crois bien. Et on parlait de ton livre avant la pause. Maintenant, on va plus aller dans le côté enseignement, les jeunes, les adolescents. Et on constate dans ton livre que tu as vraiment la passion pour enseigner la psychologie au Cégep. Qu'est-ce qui t'a amené à enseigner la psychologie? Peux-tu nous raconter un peu ton parcours? Oui, c'est ça, mon parcours. Mais en fin de compte, moi, quand j'étais à l'école secondaire comme élève, je voulais enseigner. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. C'est-tu avocat? C'est-tu enseigner? Puis là, je me suis dit, je vais enseigner. Puis je savais pas si je voulais enseigner au niveau primaire, secondaire, cégep, université. Mais quand j'avais pris le cours Introduction à la psychologie, qui s'intitule aujourd'hui Initiation à la psychologie. Je l'avais pris au Cégep de Saint-Laurent. J'étais une ancienne élève du Cégep de Saint-Laurent. Puis j'avais ma professeure, je peux la nommer, France Rainville, que j'ai beaucoup aimé comme professeure. Elle est dynamique. Elle a j'adore sa façon d'enseigner, sa pédagogie. Puis c'était mon modèle, France Rainville, qui m'avait enseigné au Cégep de Saint-Laurent le cours Introduction à la psychologie. Et quand j'ai pris son cours, je me suis dit, je veux être professeur de cégep et je veux enseigner la psychologie parce que c'est le cours que j'ai le plus aimé dans mes cours de cégep. J'ai aimé aussi sociaux, là, en passant, mais j'ai aimé plus psycho. Mais les enseignants, ils nous inspirent beaucoup. Ils nous inspirent, c'est des acteurs sociaux. Ce sont des acteurs sociaux. C'était mon modèle. Puis moi, je me suis dit, ben, c'était un rêve qui s'est réalisé. Ça, c'est un autre rêve qui s'est réalisé 7 ans après parce que j'ai commencé à enseigner au Cégep de Saint-Laurent en janvier 2002. Ça veut dire quand j'avais 24 ans. Donc, ça a pris 7 ans. Puis j'avais fait le stage 1 an avant au Cégep du Vieux-Montréal dans le cours Introduction à la psychologie. Donc, je voulais devenir professeur de cégep. Donc, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. J'étais en train de terminer ma maîtrise quand j'ai commencé à enseigner au Cégep de Saint-Laurent en 2002. Puis, j'adore enseigner, c'est ma passion. C'est plus ou moins difficile, mais je trouve pas ça facile d'enseigner. Que ce soit au niveau primaire, secondaire, cégep ou université, j'ai lu une étude au niveau de la recherche qui a été faite, au niveau universitaire même, qui disait que enseigner, c'est toujours plutôt difficile, que ce soit au primaire, secondaire, cégep ou université, parce que on vit du stress, par exemple, au travail, de l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion, ça dure pas longtemps, mais le stress, ça dure comme, mettons, 3 mois ou 2 mois. Exemple. Donc, on vit du stress, parfois, parce que nos niveaux, c'est difficile d'enseigner parce que nos niveaux d'interaction sociale est élevé.
Parce qu'on a nos collègues de travail, les autres profs, on a les élèves, on a l'administration. Puis c'est pas tout le monde qui est content non plus. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé par tout le monde. On a 160 étudiants, on a beaucoup d'interactions sociales, il y a beaucoup de préparation de cours aussi, c'est difficile aussi. Tu sais, t'es comme t'es le seul, t'es le professeur. Moi j'adore enseigner, mais tu sais t'es là, puis là t'es 30 étudiants, t'as la correction, t'as la préparation de cours. Il faut que tu sois à jour. Oui. Il faut que tu prennes des formations, il faut que tu lises des livres, il faut que tu lises des recherches. Tu peux pas, parfois tu n'as pas les réponses, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu te poses même. Moi parfois je posais des questions aux gens que je connais qui sont psychologues. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que les psychologues en pensent, etc. Il faut que tu suives des formations, des séminaires, etc. Donc, c'est ça, mais j'adore enseigner, c'est ma passion, c'est tout ce que c'est ce que je voulais faire, en fin de compte. On a un point en commun, j'ai été enseignante au primaire. Ah oui, génial! C'est vrai que tout ce qui entoure l'enseignement, c'est ça qui est ardu, c'est pas d'enseigner. Oui, c'est pas d'enseigner en classe, là. C'est tout ce qui entoure ça qui est difficile. C'est tout ce qui entoure ça, puis c'est ça ce que les gens comprennent pas. Puis quand je parle de la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'est compliqué, mais qu'il faut que les gens comprennent. Seulement d'enseigner en classe c'est difficile, de la préparation plutôt. Pourquoi on nous met plus du stress puis tout ce qui nous entoure? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Déjà enseigner c'est difficile. On a besoin de dealer avec les autres affaires. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Ouais, les réunions, tu regardes, là, c'est assez, là. Ouais, on fait ce qu'on peut, on fait notre possible, on va pas faire plaire à tout le monde, on peut changer, oui, son comportement, etc., si ça cause de la souffrance à soi ou à autrui, tu sais, mais en même temps, on est qui on est, tu sais, puis on est bien, puis je pense que, pour être honnête avec toi, la majorité de mes étudiants m'apprécient, ils aiment mon cours, tu sais, moi, j'ai le chapitre « Ces élèves ados qu'on aime », puis moi, j'enseigne, mais eux apprécient-ils. Je me suis inspiré du livre qui a été publié en 93 de Michel Saint-Onge. Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils. Donc, moi, j'ai écrit « Moi, j'enseigne ». J'aime enseigner. Moi, j'ai écrit « J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils ». Puis Michel Saint-Onge a écrit « J'aime enseigner, mais eux apprennent-ils ». Tu comprends-tu? Lui a écrit « Moi, j'enseigne, mais eux apprécient-ils ». Je me rappelle pas du site exact, là. Donc, je me suis inspiré de ça, puis c'est ça. Mes étudiants m'apprécient de façon générale. C'est ça ce qui est important. C'est difficile aussi, une période à l'adolescence, tu sais. Oui, on va en parler. Vas-y. Mais juste avant, Ouais. attends, tu as un regard d'enseignant au cégep. Ouais. Si tu avais la possibilité d'être ministre de l'Éducation, ça serait quoi ton premier geste que tu poserais pour améliorer notre système d'éducation? Oh, là, le système. D'après ton expérience, puis qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qu'on a de besoin au Québec? Qu'est-ce qu'on a besoin au Québec? C'est... dans les cégeps, on a besoin de plus de psychologues. Parce qu'on a de la détresse psychologique. Ah oui, tu veux dire comme consultant, là? Oui, parce que c'est pas tous les cégeps qui ont des psychologues. OK. Parfois, il y a des coupures budgétaires, puis il y a des cégeps qui n'ont pas de psychologue. Et on a besoin de plus de psychologues, on a besoin de sexologues. Ah oui, ça, je suis d'accord. Psychologues, sexologues dans chacun des cégeps. C'est ça ce que je mettrais dans chacun des cégeps. Montréal, environ, en banlieue, en région. Un psychologue, un sexologue dans chacun des cégeps. Mais je dirais au secondaire. Là. Au secondaire, secondaire, sexologue, psychologue aussi. Ouais. T'as raison. Ouais. T'as raison. C'est une très bonne réponse. Effectivement, c'est criant comme besoin. C'est criant qu'on a besoin. Puis ensuite, plus de budget. Puis orthopédagogue, conseiller pédagogique, aide pédagogique Plus individuelle. de ressources, en fait. Plus de ressources, en fin de compte. C'est ça ce qui est important. Puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a besoin, effectivement. Ouais, c'est ça. Quand tu étais petit, est-ce que tu étais... quand tu étais enfant, je parle à Ouais. l'enfant, est-ce que tu avais déjà tendance à observer le comportement des humains? Ou tu étais quelqu'un de très renfermé? Tantôt, tu parlais de ça, que tu étais quelqu'un de plutôt renfermé. Pas renfermé, j'étais plutôt introverti, moi. Oui. J'étais plutôt introverti, solitaire. Mais j'avais quand j'étais enfant, j'étais un enfant enjoué, une grande joie de vivre. Puis vraiment, là, j'ai comme... Est-ce que j'ai observé les gens? Non, pas nécessairement. Parce que moi, je ne voulais pas être psychologue clinicien. Je ne voulais pas faire de la psychothérapie. Je voulais enseigner au cégep. C'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise en psychopédagogie, qui est une branche de la psychologie, comme la neuropsychologie, comme la psychologie clinique. Tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, je vais pas...
j'ai été un étudiant studieux, vraiment modèle. J'ai réussi super bien. J'avais des notes vraiment exceptionnelles, vraiment bonnes. J'ai vraiment des notes bonnes. Puis c'est ça. Là, j'ai eu une belle enfance. Vraiment là. OK. On va aborder l'enfance de nos jeunes d'aujourd'hui. L'enfance ou les adolescents? Les adolescents. Ouais, les adolescents. Tu sais, les adolescents, ils veulent refaire le monde, hein? Ouais. Ils veulent... Puis, ils veulent refaire le monde, mais qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent, les enfants d'aujourd'hui? Est-ce que c'est si différent de nous, à notre époque, ou nos parents? Est-ce que c'est différent? Premièrement, les adolescents ont une pensée utopique. Tout est possible. C'est la pensée de Flavel. Flavel, F-L-A-V-E-L, avait dit, ils jouent avec les possibilités. Ils sont axés sur le possible. Tout est possible. Le monde est devant soi. Avant soi, devant soi, tout est possible. Ils veulent refaire le monde. Ils sont idéalistes, nos adolescents. Ils sont durs envers eux-mêmes, puis ils sont durs envers les autres aussi. Ils veulent un professeur parfait. Ils sont exigeants aussi. Tu dis, c'est quoi la différence entre de nos jours, puis... Ouais. Il y en a-tu une? Premièrement, moi, je vais te parler des générations. Les baby boomers, oui. OK? Génération X, moi, je suis génération X. Puis la génération X est née entre 1965 et 1980. OK. Je suis X. Après les X, on a les Y. Oui. Alors, il y a Y mode d'emploi à Canal Vie, là, c'est quelque chose de frappant par la génération X. Puis, maintenant, la génération C, il y en a qui l'appellent génération Z, là. Oui, j'ai ça, t'en parles, la génération C. La génération C, c'est connexion, communication, ils sont avec l'électronique. C'est Facebook, ça existe depuis 2004. On n'avait pas Facebook, nous autres, là. On n'avait pas Twitter, puis on n'avait pas Instagram. On avait la pagette. Donc, cette génération-là, c'est les cégepiens d'aujourd'hui. Les cégepiens ont les gadgets électroniques, cellulaires, Facebook, Twitter. Ils ont tout l'iPhone, l'iPod. Puis c'est tout, je veux, tu sais, comme la chanson de Ariel Moffat. Oui, je veux tout. Je veux tout de suite, maintenant. Ils veulent... puis moi, je trouve aussi que les étudiants ont changé par rapport à la génération C. J'ai l'impression depuis 5 ans, c'est un petit peu plus contestataire. OK. C'est plus rebelle? Plus contestataire. Moi, je pense qu'on sommes plus... Je sais pas, parce que peut-être que les Y aussi sont contestataires. Mais moi, je peux te dire que X, comme moi, on était plus conformistes. Ouais. C'est-à-dire que nous autres, il y avait la figure d'autorité. On respectait celui qui était, mettons, plus ancien. C'est comme... On n'allait pas voir notre boss puis lui dire, après une semaine, il y a plein de choses dans ta compagnie que tu dois changer. Ça, tu sais, les Y vont faire ça, par exemple. Là, tout le monde, ils vont faire ça, ils vont rentrer dans le milieu professionnel. J'ai entendu ça. Je dis ce que j'ai entendu à Canal Vie puis dans les médias, pis ça, de bouche à oreille. Ils vont rentrer puis on les engage la fin de semaine. Puis après, la deuxième fin de semaine, ils disent « Oh, je vais pas travailler la fin de semaine, je vais pas enlever ma casquette. » Ben, c'est parce que, regarde, il faut que tu fasses ce que le boss te dit. Nous autres, on se soumettait à la figure d'autorité. Aujourd'hui, la figure d'autorité, génération C puis génération Y. C'est eux qui ont l'autorité. Ben, genre, ils voient pas ça, ils vont pas respecter quelqu'un qui a plus d'autorité. Il y en a pas de figure d'autorité. C'est ça ce qui est difficile. Et c'est ça ce qu'on voit avec la génération C. Est-ce que c'est à nous de nous adapter à eux ou il faut faire des compromis de part et d'autre? Moi, je pense que il faudrait s'adapter. Il faut s'adapter à nos étudiants, pas nécessairement changer notre style éducatif. On est qui on est, mais il faut aussi les entendre, je trouve. Les entendre leurs commentaires, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, peut-être, oui, on peut changer pour ne pas les mettre mal à l'aise. Parce qu'on voudrait pas mettre mal à l'aise nos étudiants puis nos adolescents, là. Ben non. Il faudrait qu'ils soient confortables. Mais il faut pas répondre à tous les désirs de nos adolescents puis de nos enfants, là. Germain Duclos l'avait dit dans la conférence que j'ai suivie avec lui. Il faut qu'on réponde à tous les besoins de nos enfants puis nos adolescents, besoins de sécurité, de protection, d'estime de soi, besoins physiologiques. Mais on peut pas répondre à tous leurs désirs.
Les enfants rois, ça existait. Avant, on avait l'enfant téflon, puis tout ça. Les enfants rois, si on a répondu à tous leurs désirs, on a toujours dit oui. On peut pas répondre à tous les désirs de nos adolescents puis de nos enfants. Donc, il faut écouter, il faut avoir le style directif, marge de manœuvre, écoute, balise, règle, mais aussi faire des exceptions. C'est ça ce qui fonctionne le plus avec nos adolescents. Puis, il faut accepter que c'est une génération qui est différente des autres, qu'ils ont un point de vue différent. Mais il y a du positif dans ça. Il y a du positif dans ça. C'est quoi qui a... Innovation. Il change beaucoup de choses. Tout est à remanier. C'est bon, c'est innovation, technologie de l'information, le changement, c'est bon, mais tu sais, les gens qui ont plus ou moins, qui n'aiment pas le changement, c'est plutôt difficile pour eux, mais qui voient un autre point de vue, qu'il y a des choses que, avant, nous autres, on prenait tout pour acquis, que c'était comme ça, puis on a besoin de changer. Mais on disait, peut-être, c'était remis en question, puis c'est le fun, les générations Y puis C, parce qu'ils nous rapportent beaucoup, parce qu'ils voient ça de ce point de vue-là, puis tout est plus facile, accessible sur Internet, donc ils nous enrichissent aussi, cette génération-là. Moi, je suis enrichi par eux. C'est sûr qu'on voit que par rapport à l'enseignement, c'est un petit peu différent. Les 5 dernières années, je dirais, sont plus... on voit que... Plus gadgets électroniques. Plus gadgets électroniques. Regarde, il faut leur dire de serrer leur cellulaire. Donc, nous autres, on n'avait pas de cellulaire, là, en fin de compte. Il faut leur enlever quand ils rentrent dans les cours, les classes. Quand ils utilisent le cellulaire en classe, je dis, range ton cellulaire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu textes? Range ton cellulaire. C'est ça. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Ouais. C'est bon. Moi, qui m'a bien grosse surprise dans ton livre, c'est de constater qu'il y a seulement 15% des jeunes qui vivent une crise identitaire. Oui, la crise d'ado. C'est surprenant. Ouais. Hein? Pourtant, on entend que, me semble... C'est un mythe. C'est ça. C'est ça. C'est un mythe de dire que tous les adolescents vivent une crise d'adolescence. Donc, moi, j'ai suivi 2 conférences avec Yoann Aymon, qui était psychologue clinicien au centre de psychologie Gouin. Là, il est rendu dans une autre clinique, je ne sais pas c'est quoi le nom, je me suis désolé. Mais lui, c'est un psychologue d'approche psychodynamique, psychologue clinicien, puis il était au centre de psychologie Gouin, puis ça existe encore, le centre de psychologie Gouin, ils sont beaucoup de psychologues, ils sont plus que 25 psychologues, je pense 25 psychologues. Puis, il était là avec une autre psychologue, puis une autre fois, il était avec une autre psychologue, puis lui, il avait dit, puis il y a aussi sa conférence, que j'ai vu le résumé de sa conférence de Yoann Aymon, sur Internet par rapport à la crise d'ado, puis il disait, puis je l'ai reconfirmé quand il était en conférence, j'ai posé la question, que c'est un mythe, la crise d'adolescence, la crise identitaire, parce que 85% de nos adolescents ne la vivent pas. C'est-à-dire quoi? 85%, ils vont pas tout dire à leurs parents, ils vont pas toujours écouter leurs parents, mais 15% la vivent. 15% qui la vivent, ils vont insulter leurs parents. Ils vont faire des feux. Ils vont prendre des drogues très, très, très dures. Une grossesse non voulue. C'est pas juste ne pas respecter le couvre-feu, là. C'est frapper ses parents. C'est prendre le poing puis de rentrer dans le mur parce qu'ils pensent qu'ils sont plus, forts que le mur, là. C'est donner une claque à sa mère, là. C'est ça, la crise d'ado, là. Ah, mais là, c'est intense, là. C'est intense, là. C'est pas juste... comme tu dis, le couvre-feu, là. Ben ça, c'est des histoires, des récits de vie. À 14 ans, elle a donné une claque à sa mère, elle a rentré le poing dans le mur, puis en fin de compte, elle a une fracture dans le bras, là, juste dans la main, là. C'est quelque chose, là. Fait que la crise d'identité, c'est quelque chose d'intense, là. C'est intense, c'est 15% ou des cutters. Les cutters, c'est les adolescents qui vont s'automutiler, se couper pour saigner, là. Oh, mon Dieu, OK. C'est quelque chose, là. Fait que eux, ils ont c'est quoi? Parce qu'ils ont besoin d'extérioriser leur peine. OK. Donc, ils s'automutilent. OK. Puis cette crise-là provient de... Pourquoi ils ont une crise si intense? C'est-tu parce qu'ils ont quelque chose pas à partager, mais à exprimer? Je pense que c'est quelque chose ils ont besoin d'exprimer. Peut-être qu'ils ont eu une enfance qui était difficile, puis ça fait comme un boom à l'adolescence. Les hormones travaillent, donc ils peuvent... Je pense que c'est leur personnalité aussi, leur tempérament, leur caractère aussi. C'est que ça vient, puis il y en a qui l'ont vécu, puis il y en a qui l'ont pas vécu. Donc, c'est le 15%, c'est la minorité qui la vivent. C'est une crise,
c'est une période de développement, de déséquilibre intense. Période de déséquilibre intense. Une crise, c'est un déséquilibre intense selon Johan Aymon. Celui qui a parlé des caractéristiques que je viens de dire pour la crise d'ado, etc. Moi, je l'ai refusé. J'ai les caractéristiques que je vous ai données pour la crise d'ado, c'est moi aussi qui l'avais dit, là. Mais c'est ça. Donc, c'est quelque chose de savoir ça. Pensez à tout le monde dit, c'est sa crise d'ado. Mais c'est pas tout le monde qui la vive, là. Ou quand il y en a, c'est plus des petites choses, tu réponds à tes parents ou t'arrives plus tard que prévu, des affaires comme ça. Ils vont dire à ses parents, je t'ai eu. Mais c'est pas une crise d'ado s'il va pas dire, s'il menace pas le parent, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ils vont pas respecter le couvre-feu. Ils veulent s'habiller comme ils veulent, avoir les cheveux bleus ou verts. La musique heavy metal. Mais c'est normal, là. Va vouloir ranger sa chambre. Mais crise d'ado, c'est vraiment une fugue, là. Tu ne peux pas sortir de chez toi pendant 1 mois en tant qu'ado parce que tu as eu un mauvais comportement. Mais là, t'as pris par la fenêtre puis tu t'es enfui, là. Ouais, c'est ça. Ou là, t'es parti à 2 jours à Toronto, là. On l'espère à aucun parent. Donc, on espère ça, là. C'est certain. Ou t'as pris la voiture, t'as fumé de la drogue, ou t'as pris de l'alcool, puis tu buvais avec de l'alcool, puis t'as eu un accident, là. C'est la crise d'ado, là. Tu comprends? Ouf. Ouais, mais c'est peut être intense, là, aussi, là. Tu comprends? J'ai été chanceuse. Avec tes enfants? Oui, avec ma fille. Mais génial. Elle rentre pas dans le 85%, ça, c'est sûr. Écoute, un autre aspect qui est bien important avec les jeunes, on sait qu'il faut favoriser l'estime de soi. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Puis, tu sais, on dit que c'est la base pour développer leur identité. Ouais. Mais les modèles qu'on leur propose, que la société leur propose, c'est... Moi, je trouve que c'est loin de les aider. Tu sais, tout ce qui se passe dans les médias, les personnalités publiques, ils n'ont plus du tout de repères. Comment qu'on peut les aider, ces jeunes-là, à favoriser ça, leur estime? J'aimerais ça répondre à ça pour en dire que j'ai suivi la conférence en soirée avec Francine Duquette qui parle de l'hypersexualisation. C'est une conférence sur l'hypersexualisation. C'était à Pointe-aux-Trembles, là, je pense. Puis elle est sexologue et les professeurs, chercheurs à l'UQAM, au département de sexologie. Puis elle disait que les sexologues, puis les autres auteurs, puis les chercheurs parlent de la perte d'identification, la perte de repères identificatoires. La perte de repères identificatoires, j'en parle dans mon livre, ça veut dire que à qui les adolescents puis les adolescentes vont s'identifier? Comme tu dis, est-ce que c'est les personnalités publiques? Mais ils font des erreurs comme tout le monde. Est-ce que c'est à des mannequins? Qu'est-ce qu'on apprend à nos adolescents, garçons, qui font être pourvoyeurs, qui font être travailleurs, qu'il faut pas montrer ses émotions à un garçon qui pleure? C'est une momoune, en fin de compte, tu me permets l'expression. Une fille qui se choque, c'est une hystérique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça ce qu'on apprend. Il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit une mère, il faut qu'elle soit maternante. Mais c'est ça, il faut qu'elle soit belle pour plaire, pour être sexy, puis ça vient de façon aussi. C'est ça. Donc les adolescents vont s'identifier à quoi? Parfois, ils savent pas. Le gars, c'est pas, ça veut dire quoi être un vrai homme ou un homme vrai? C'est kaki, virilité, masculinité, performance, compétition, c'est valorisé pour nos garçons, ados. On trouve ça dans le sport. Mais si on est différent des autres, si on a une caractéristique physique ou psychologique qui est différente, ben là, on est à part, puis la comparaison sociale. C'est difficile d'être ado aussi. Oui, c'est difficile. C'est quoi là? Puis les parents, ils ont leur style éducatif, ils ont leurs valeurs. Parfois, il y a des parents qui vivent à travers leurs enfants aussi. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais savoir? Dans le fond, comment qu'on peut les aider à avoir de l'estime? C'est ça. L'estime de soi, c'est ça. Excuse-moi, c'est vrai, tu avais posé la question sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est que premièrement, il faut valoriser les succès puis dédramatiser les échecs. Ça veut dire que l'adolescent va vivre à un moment donné un échec scolaire. C'est normal, on peut pas... Parfois, à un moment donné, tu vas couler un examen. Ça peut arriver que tu n'as jamais coulé, mais tu vas couler peut-être un examen. Tu vas vivre une rupture amoureuse. Parfois, tu vois ça comme un échec amoureux. Au début, on voit ça comme ça, puis ensuite on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, puis c'était pas la bonne personne pour moi. Ben là, c'est ça, il faut complimenter nos adolescents, il faut les récompenser. Ils font dire bravo, etc. Il faut leur donner des privilèges, pas juste punir les mauvais comportements. Pourquoi on punit toujours les mauvais comportements? Puis on va pas, il faut punir il faut changer les mauvais comportements. Il y en a qui vont utiliser la punition. Mais
il faut aussi valoriser les succès, il faut récompenser les bonnes. Tu sais, il faut que l'adolescent, tu sais, il y a la comparaison sociale, mais l'estime de soi, ça se développe. Comment? Mais en disant, j'ai de la valeur, j'ai des compétences, donc il faudrait qu'il se sente compétent. Puis quand il a une bonne estime de soi, on est capable de faire de l'affirmation de soi. Puis ça rapporte aussi avec le concept de soi, en tout cas, puis le concept de soi est inclus dans l'identité. C'est tout ça dans mon livre. Oui, c'est une bonne information. Ouais, c'est ça. Hey, le temps file tellement vite. Ouais. Écoute, une dernière question. Oui. Que j'ai lu dans ton livre, que j'ai beaucoup aimé. Tu dis qu'on peut donner 2 choses à notre enfant, Oui. des racines et des ailes. Oui, c'est J'aimerais un ça que tu proverbe. nous parles de ça. Comment tu le vois, toi? Premièrement, des racines, ça veut dire les bases, les fondements. Il faudrait que ça soit un fondement, un milieu stimulant, sécurisant. Un milieu où il y a une sécurité, une sûreté, synonyme, physique et psychologique, où l'enfant se sent écouté, où l'enfant se sent bien, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de négligence, où on répond à ses besoins, où il se sent écouté, où on valorise le succès, l'éducation aussi c'est important. Donc, voilà, c'est les racines. On leur transmet les valeurs, on est là pour lui, on écoute, etc. Il est dans un environnement, il se sent bien. S'il y a quelque chose qui va pas bien, il y a comme l'ouverture il pourrait en parler à ses parents. Ça va-tu? Qu'il n'y a pas de violence physique, verbale, psychologique, c'est ça en sécurité. Ça, c'est la base. On est valeurs, l'éducation. On investit dans nos enfants. Si on leur paye les études, etc. On leur envoie dans des écoles. On est là pour eux autres. On va rencontrer leurs profs, et ainsi de suite. Ça, c'est la base. Tu sais, la culture aussi, c'est important. La religion aussi, tu sais, il y en a qui c'est ça. Puis ensuite, ça, c'est les racines. Les ailes, c'est quoi? Il faut les laisser partir quand ils deviennent grands. Oui, hein? Puis ça, c'est difficile. Parce qu'ils vont voler de leurs propres ailes de façon métaphorique, là. C'est ce qu'on dit, là. C'est-à-dire, il faut les laisser partir quand ils deviennent grands. Ça veut dire voler de ses propres ailes. Capable d'expérimenter, d'être autonome. D'être autonome, c'est quand ils vont partir de chez leurs parents. Puis habituellement, ils partent à l'âge de 20 ans, 19, 21 ans. On est ado jusqu'à 21. Il y en a qui vont dire qu'on est ado 15 à 25 ans, là. 25 ans. On dit de nos jours, c'est 15-25. Donc, ils vont partir quand ils sont ados, 21, 22, 23, 24, là. Ils vont dans leur part de l'adolescence, c'est 18 à 35 ans. Puis, c'est ça, tu pars habituellement dans la vingtaine. Quand tu es dans la vingtaine, tu pars. Puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils soient autonomes, affectifs, de façon affective et financière. Puis qu'on est là pour eux, on les laisse partir parce qu'ils veulent partir du milieu familial. Il faut pas couver, puis il faut les laisser partir puis accepter qu'ils partent. Puis ils doivent savoir qu'ils ont des racines aussi. Que si quelque chose ne va pas bien, ils pourraient toujours revenir aussi. C'est ça. Plus les racines sont fortes, plus ils peuvent s'envoler après. C'est là, comme de façon sécuritaire. s'aimer les graines, puis la fleur, elle fleurit. Quel beau mot de la fin, Alex. Ouais, ça me fait plaisir. Oui, vraiment, c'est super intéressant. Je rappelle aux auditeurs que tu as écrit le livre « La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. » Merci énormément. On va te revoir à l'émission parce que tu vas faire des chroniques sur des thèmes particuliers, dont la psychologie positive, la santé amoureuse, la violence au sein des relations interpersonnelles. Donc, on va parler de ça dans les prochaines émissions. Donc, merci d'être là aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça a été ça très m'a fait agréable. plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ben, merci. À bientôt. Merci. Bonjour, nous sommes de retour à l'Effet Papillon. Ici Lynne Drouin, votre animatrice pour une émission de 2 heures, une émission hebdomadaire qui se passe à tous les mardis de 10h à midi. Là, maintenant, on entame la deuxième phase de l'émission. Je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Alex Saraf, qui est psychopédagogue, professeur de psychologie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Et il est l'auteur du livre « La psychologie pour apprécier l'humain ». Et sous ce titre-là, c'est indiqué, puisque j'aime beaucoup, « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée ».
psychologie. Dans ce livre-là, M. Saraf, il nous parle, entre autres, de la dynamique de groupe. C'est tous des thèmes qu'il aborde en psychologie au cégep. Et dans ce livre-là, on aborde la dynamique du groupe, l'amour, le deuil, la sexualité adolescente et adulte et différentes réalités vécues par les jeunes d'aujourd'hui. Et ce qui est fascinant aussi dans ce livre-là, c'est que tout le contenu a été validé par des auteurs québécois qui sont des spécialistes dans leur domaine, dont Nicole Audette, qui est sexologue clinicienne, Yvon Dallaire, psychologue clinicien de Québec. Il y a aussi Michel Doré, sociologue de la sexualité, Yves Saint-Arnaud, ancien psychologue clinicien, et André Binette, qui est un ancien psychologue clinicien. Donc, vous voyez, c'est un livre qui aborde beaucoup de sujets importants, tous validés. Et M. Saraf, quand il est venu en studio, on a fait un pré-enregistrement de 2 heures avec lui. On a fait des blocs d'émissions, 3 entrevues à 3 dates différentes. Que vous pouvez, si vous voulez retrouver l'information, vous voulez revoir ou réécouter ou avoir la chance d'écouter la première partie de l'entrevue, vous avez juste à vous aller visiter la page, le site web de l'Effet Papillon, qui s'intitule l'effetpapillonradio.com. Vous allez dans la section émissions, saison 4, et vous allez voir les différentes partie d'entrevue que M. Saraf il nous a accordé en studio. Donc, et voilà, je vous laisse en compagnie de M. Saraf. C'est l'entrevue qui va durer une 40aine de minutes. On va passer à une autre pause publicitaire, puis après ça, je vais vous laisser un petit 10 minutes avec lui. Il va aborder le sujet de la psychologie positive à la toute fin. Mais pour l'instant, on va aborder le sujet de l'amour. Donc, bonne écoute et on vous revient à la fin de l'émission. Bonjour, nous sommes de retour à l'Effet Papillon avec Alex Saraf, qui est psychopédagogue. Et là, tu vas nous parler de la santé amoureuse. C'est quoi les ingrédients d'une bonne santé amoureuse? Oui, donc il y a tout un chapitre sur la santé amoureuse dans mon livre. Les ingrédients, premièrement, une santé amoureuse, c'est quand il n'y a pas beaucoup de tension, de chicane de couple. Donc, mais n'oubliez pas qu'une bonne santé amoureuse, c'est qu'il s'agit d'une union et non pas d'une fusion. C'est deux personnes. Il y a combien de personnes dans un couple? Yvon Dallaire et le psychosociologue Jacques Salomé l'avaient dit, surtout Jacques Salomé, mais aussi Yvon Dallaire, et je partage le même avis que ces deux grands auteurs et spécialistes. Ils disaient que il y a 3 personnes dans un couple. Moi, l'autre et le couple. Puis il faut nourrir son couple. Donc, il peut y avoir des conflits par rapport à l'argent. Yvon Dallaire en a parlé. Les enfants, la sexualité, la belle famille, etc. C'est des tensions, là, des sources de stress là, pour le couple. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait partie d'une union, qu'il faut accepter les différences, qu'on peut pas être toujours d'accord. Il faut pas avoir trop de tension, de chicane de couple, parce qu'il faut pas avoir non plus ce qu'il faut ne pas avoir pour les ingrédients d'une bonne santé amoureuse. Je vais le dire tantôt, là, parce qu'on va embarquer peut-être dans l'autre sujet après pour la violence, là. Mais c'est sûr qu'il faut pas avoir de violence. Que ce soit violence verbale, psychologique, sexuelle, économique, spirituelle, etc. Il faut pas avoir non plus de dépendance affective. Et c'est ça. Donc, pas de dépendance affective, pas de violence. Pas de jalousie? Jalousie, regarde. La jalousie extrême, non. Okay. Quelqu'un qui est... Moi, j'ai posé la question à François Saint-Père, qui est psychologue. Je l'ai croisé au Salon du Livre, puis j'ai dit, le gars ou la fille qui est possessif, là, ou possessive, là, est-ce qu'on peut être possessif en amour sans être jaloux? Il dit non. Quand on est possessif, on est aussi jaloux. Quand on est en amour, les gens qui sont en amour, là, relation amoureuse. Ouais. Un grain de sel de jalousie, ça fait pas tort dans un couple. Parce que tu tiens à l'autre. Mais la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Mais sinon, ça devient de l'indifférence. L'indifférence, c'est pas un bon ingrédient, là. Tu t'en fous de l'autre, là. Si quelqu'un te cruise, drague ton chum ou ta blonde, puis tu réagis pas, ben là, c'est parce que tu tiens pas à elle, ou tu dis, je te donne la permission d'aller voir ailleurs, mais c'est un couple monogame exclusif dès le début. C'est-à-dire que tu n'aimes pas vraiment la personne à la fin. Ou tu l'aimes moins. Puis on parle d'infidélité, donc je suppose... L'infidélité, t'as raison, t'as bien fait d'ajouter ça, j'ai écrit dans mon livre, j'avais oublié de le mentionner. L'infidélité, tu sais, l'infidélité physique. Yvon Dallaire avait dit que 30-40% des hommes vont être infidèles environ. Les femmes sont... pour les hommes, c'est 30-40, environ 30-40, là, puis les femmes, c'est à peu près 20. OK. Il y a plus d'hommes infidèles, physiquement, là, on parle, là, d'avoir des relations sexuelles avec
d'autres, là, que les femmes. Les femmes pourraient être probablement parfois plus souvent silencieuses, qui ne vont pas en parler. Mais il y a aussi l'infidélité psychologique. L'infidélité psychologique, c'est de rencontrer ton nouveau collègue de travail, de triper sur lui, de dire « Ah, c'est le fun, j'aurais bien voulu avoir une relation sexuelle avec lui, je le trouve de mon goût, etc. » Ou l'infidélité psychologique, tu as des relations sexuelles avec ton chum ou ta blonde, mais tu penses à quelqu'un d'autre. OK. Alors là, c'est tout le monde pourrait faire ça, là, mais il faut pas le dire. Mais l'infidélité physique, c'est quelque chose. On pas fait d'infidélité physique, t'as raison. Pas de violence, et manque de respect aussi. Le respect, c'est un ingrédient. Le respect de l'autre, où est-ce que je suis le respect de soi, où je suis rendu dans ma relation, et le respect de mes valeurs, de mes attentes, mes besoins, mes désirs, et de respect de l'autre, de ses besoins, de ses attentes, de ses désirs, de ses pensées, de ses émotions. Donc, le respect, la transparence, l'authenticité, l'honnêteté. Est-ce qu'on dit tout quand on est en couple? Parfois, non. S'il y a des gens qui ont été en couple pendant des années, 10 ans, 15 ans, qui ont déjà été frappés, qui ont vécu de la violence physique quand ils étaient enfants, et qui l'ont jamais dit à leur conjoint. Tu sais, mais parfois, il y a des signes aussi. Je me rappelle, j'avais pris la formation. Je parle beaucoup d'informations parce que ça faisait partie de ma vie pendant 10 ans. Karine Larocque qui avait dit, à un moment donné, la fille qui rencontre un gars, puis dès le premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, elle dit « Si tu me touches une fois, je te quitte. » Elle dit « Si tu me frappes une fois, je te quitte. » Ça veut dire peut-être qu'elle a vécu de la violence quand elle était enfant ou quand elle avait un chum qui était violent. Elle réagit déjà. Donc, il y a des signes. Donc, le respect, la complémentarité, les activités sociales, récréatives, sportives, l'homogamie sociale. Ça, il dit ça. Il faut avoir des activités récréative, sociale, des partages des activités, là, ça, c'est un point commun. Et la communication. La communication verbale, la communication non verbale, la communication sexuelle, la séduction aussi, ça se passe par le regard. Donc, la communication, c'est important. OK? Est-ce que tu m'écoutes est-ce que tu m'entends et tu m'écoutes quand je parle? Il y a une différence entre écouter puis entendre. Entendre. Parce que le psychosociologue Jacques Salomé, il a écrit son livre, le titre, j'adore le livre, j'adore le titre du psychosociologue Jacques Salomé, que j'ai déjà aussi une conférence avec lui, il m'a dédicacé un de ses livres, là. Puis, écoute, il a écrit beaucoup de livres, le psychosociologue Jacques Salomé, puis il a écrit le livre, le titre, c'est « Si je m'écoutais, je m'entendrai. » Oui. Donc, ça, c'est aussi, il a écrit un livre sur l'amour aussi. Il a écrit aussi « Ne plus vivre sur la planète Terre. » T-A-I-R-E. C'est-à-dire qu'il faut que je communique. Et l'affirmation de soi, c'est important dans un couple. Là. Puis, qu'on n'est pas toujours d'accord avec l'autre quand on est en couple. Parce que, tu sais, là, au début, quand on rencontre la personne, c'est la phase de la lune de miel. Hein? On veut toujours être avec la personne. C'est 1 an environ, la phase de la lune de miel. Puis ensuite, les conflits, on dit les différences. Puis respecter les différences aussi. Puis un attachement réciproque, sécurisant. Puis qu'on fait confiance à l'autre puis en soi, là. Oui. J'ai lu dans ton livre que... Et aussi, tu me permets vas-y. Et aussi, ce qui va avec une bonne santé amoureuse, c'est une belle sexualité éblouissante. Ça, c'est important. Tu me permets-tu 1 minute ou 2, s'il te plaît? S'il y a des couples, en fin de compte, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, mais ça fait 3 ans qu'ils n'ont plus de relations sexuelles. Mais si un des deux est insatisfait là-dedans, c'est pas un bon ingrédient pour sa santé amoureuse aussi. Il faut respecter aussi où est-ce qu'on est rendu. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est bon. C'est parce que dans ton livre, tu parlais que le défi des filles, c'est de se sortir du conte de fées. Puis les gars, c'est de conjuguer la sexualité et l'amour. Oui. Alors ça m'a été dit. J'avais suivi une conférence encore avec une psychologue d'approche psychodynamique, Sylvie Gay, qui a donné la conférence sur l'adolescence. Puis elle avait dit qu'Éric Eriksen, c'est un psychanalyste qui a écrit la théorie psychosociale du développement de 0 à la mort. OK? L'intégrité du moi versus désespoir, c'est le dernier stade pour l'âge avancé. OK? Ça commence avec la confiance versus la méfiance de 0 à 18 mois. Bon, il y a les autres stades que je nommerai pas, mais il y en a 8. Puis Éric Eriksen, qui est le grand psychanalyste, avait dit que la fille doit sortir mentalement du conte de fées. C'est ça, sa tâche développementale à l'adolescence. Comme tu dis, son défi. Ça veut dire qu'elle doit savoir que le prince charmant, là, le conte de fées, il n'existe pas. Les adolescentes peuvent faire au niveau cognitif de la fabulation personnelle. Elle dit, moi, un chum,
une bonne job, un chien, 2 enfants, une maison égale vie sans problème. Mais c'est pas vrai. Il y en aura des problèmes. Un couple sur 2 se sépare. C'est ce que je veux dire. Peut-être que tu vas perdre ton emploi parce que tu vas changer d'emploi. Il va y avoir des problèmes avec la maison aussi, avec le chien, etc. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc, idéalement, il faut sortir de ce conte de fées-là à l'adolescence. Il faut qu'elle sorte du conte de fées à l'adolescence. C'est pas il va sauver ce prêchement. Mais il y a des femmes aussi qui sont encore avec le conte de fées, là. Ben oui. Le conte de fées, c'est qu'elle cherche la personne idéale. L'homme idéal. Trouver l'homme idéal. Tu sais, il y a le livre Trouver l'homme idéal, là. Mais c'est le prince charmant, là, le conte de fées, là, que tout va bien aller, là. Ça n'existe pas, c'est dans les téléromans. Là. Mais même dans les téléromans, ils se séparent. Et aussi, le gars doit conjuguer sexualité et amour, parce que les gars, à l'adolescence, peuvent faire la différence entre sexualité et amour. Ils vont avoir des relations sexuelles sans être en amour. Mais tu sais, parce qu'il faut savoir qu'une bonne santé amoureuse, idéalement, on a les deux. Sexualité et amour ensemble avec la personne qu'on aime. Donc, les gars, c'est différent des filles. Puis, c'est ça. Là, ils vont dans l'air aussi à la formation, avait dit, dans un des films de Disney, qu'est-ce qu'on voit? La grenouille mâle dit à la princesse, embrasse-moi, je vais devenir ton prince. Ils vont dans l'air qui me l'avait dit à la formation. Elle embrasse la princesse, la grenouille mâle. Tu quoi? Elle devient une grenouille elle-même. Elle s'est fait avoir. Le conte de fées, ça n'existe pas. C'est vrai. Ben, je pète la bulle des ados maintenant. J'ai dit ça. Des ados, je pète votre bulle, l'homme idéal. Puis les adolescents ont de la difficulté à accepter que le prince charmant puis la personne idéale n'existe pas. Parce qu'ils sont exigeants. Ils veulent une personne qui fait pas d'erreur. Puis écoute, idéalement, hein, on chicane pas qu'on est en couple. Mais quand on regarde tous les films de Disney aussi, c'est ça qu'on leur propose. Écoute, te rappelles-tu avec La Belle au bois dormant? Ben oui. Te rappelles-tu Cendrillon avec la Cendrillon avec la pantoufle, ça fitait, hein? Ouais. Une relation amoureuse, ça fit, là. C'est comme, tu sais, comme un gant, là. C'est comme l'élastique sur la paume de ma main, là, comme je l'écris dans mon livre. Et écoute, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? Parce qu'on pourrait parler maintenant de la violence au sein des relations. Oui. Les ingrédients, c'est correct? Oui, moi, je pense que je suis correct avec ça, là. Dans le fond, c'est d'avoir une relation saine, paisible, plaisante. Une relation positive, saine, plaisante, communication. Communication, affirmation de soi, respecter ses besoins, ses désirs aussi, accepter de l'autre qu'il est, accepter les différences et accepter aussi que chaque relation est différente d'une autre relation. C'est vrai. Tu sais, l'attachement qui est là, il y a différence entre amour et attachement, puis qu'on choisit d'aimer l'autre. Tu sais, il y a une différence, ils vont dans l'air, ça j'en parle dans mon livre, il nous l'a enseigné à la formation, j'ai adoré ce qu'il avait dit. Aimer, être en amour, tomber en amour. Tomber en amour, c'est une émotion. Ça dure 2-3 semaines, ça peut 3 mois. Aimer l'autre, c'est un sentiment. Ça perdure dans le temps. Puis on choisit d'être monogame ou exclusif si c'est ça ce qu'on veut. Donc, c'est ça, les ingrédients. On fait notre propre bonheur, puis on construit nos propres ingrédients. C'est comme une recette, là. C'est quoi que tu mets pour avoir les bons ingrédients dans ta recette pour la bonne santé amoureuse. Et parfois, en fin de compte, ta recette, après, on sait que après, tu sais, la crise des 7 ans, là, ça passe ou ça casse, puis il y en a qui se sont séparés. Mais c'est pas grave, on refait le couple avec quelqu'un d'autre. Puis en tout cas, d'après tous les ingrédients que tu nous as donnés ce matin, on va avoir une bonne santé amoureuse. Là. Ouais, c'est bon. Essayez vos recettes. Oui, c'est ça, c'est une bonne recette. Ouais. Là, on s'en va dans un sujet un peu plus difficile, je dirais. Ouais. Puis, dans le fond, il y a personne qui est à l'abri d'être une victime d'actes violents. Ouais. Puis, on présuppose souvent que les gens, c'est des personnes faibles. Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre, puis on entend ça. Ben, elle a été faible. C'est elle la victime. Elle se victimise. Elle mérite. C'est elle qui est allée. Elle l'aime. Elle aime ça. Il l'aime. Elle aime ça. Elle sait qu'elle est différente. Elle a provoqué ça. Elle est responsable de son malheur. Tant pis pour elle. Elle est différente des autres. Elle mérite. Elle est allée le chercher, etc. Donc ça, tu veux parler des violences dans les relations de couple, hein? Oui. Alors, en général. Premièrement, la violence est partout. Dans les médias, dans les jeux vidéo, dans les films. On l'entend. On le voit. Les enfants, là, à la garderie, à 4 ans, ils disent « J'ai vu des jeux violents sur Internet, là. » OK? Et on banalise la violence. Puis avec la nouvelle génération, la génération C, c'est la cyber-intimidation, là.
Tu sais, avant, les bullies, là, le bullying, là, l'intimidation, là, à l'école primaire, il y en a qui se font battre, qui se font tabasser, là, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont gays, etc. Ils ont d'autres différences. Là, c'est l'homophobie. Puis là, ben, la violence, un adolescent sur 5 vit de la violence. Il y a 6 types de violence. Violence économique, ça, c'est très rare. C'est rarissime. C'est plus que rare. Ça veut dire que la personne prive l'autre de ses biens, de la jouissance de ses biens. Anciennement, ce qu'on avait, c'est qu'il y a à peu près 30 ans, mettons, le conjoint prenait le salaire de sa blonde. OK. Ou la moitié. Puis il y en a des personnes âgées qui vivent de la violence économique aussi, là. Il prend la moitié de sa pension vieillesse. Donc ça, c'est ça. Ou un enfant qui prend l'argent de ses parents. Ouais, c'est ça. Il prend l'argent de ses parents, là. Et ça, c'est la violence économique. La violence spirituelle, tu te moques des valeurs, des mœurs de l'autre. Comme si, tu sais, deux hommes gays qui sont en relation de couple, il y en a un qui rit de l'autre, il dit, ben, on sait bien que tu vas aller en enfer pareil parce que t'es gay. Mm-hmm. Tu sais ce que je veux dire? C'est la violence spirituelle, là, tu m'en mets de ses propres valeurs, de ses mœurs. Bon. La violence physique, bon, ça, c'est les blessures physiques, là. OK? On sait en passant que les femmes, de façon générale, j'ai parlé des autres types de violence aussi, elles vivent de la violence, en moyenne, les études le disent, elles partent après 12 ans. Elles vivent la violence. Les femmes victimes de violence conjugale, là, avec le syndrome de la femme battue, là, que j'en parle, la tension, l'explosion, la phase de la lune de miel, etc. Il y en a 4 phases, vous lirez ça dans mon livre. Elles partent en moyenne après 12 ans qu'elles partent pour de bon. Hey, c'est beaucoup. Aller-retour, partir et revenir 12 fois. Puis 12 ans, elles partent. Habituellement, elles partent quand elles commencent à battre les enfants. Ouais. Elles sont pas autonomes. Elles ont une dépendance affective. Elles ont une dépendance financière. Il est manipulateur. Il prend le revolver, il met ça sur sa tête. Il dit, si tu me laisses, je te tue, là. C'est des menaces, là, c'est de la violence psychologique. Donc, violence physique, c'est casser le bras, tordre le bras, donner une claque. Violence psychologique, c'est rabaisser l'autre, c'est d'insulter, de crier sur l'autre personne. La violence verbale, dans le fond. C'est la violence verbale. Violence verbale, c'est les insultes. Okay. Violence psychologique, c'est de rabaisser aussi, de dire vraiment des propos, violence psychologique, de diminuer l'autre personne. Vraiment. Ça, la violence psychologique, de dire t'es folle, etc. C'est affreux ce qu'ils entendent, ces femmes. Et ça, il y a des hommes aussi qui sont battus, là. Moi, on parle de la femme, mais c'est regarde, les deux. Là. Moi, je crois, sincèrement, j'ai lu ça sur Internet, là. Il y en a qui vont dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui se font battre. Moi, je crois pas à ça. Je m'excuse. Moi, je crois aux statistiques qu'il y a à peu près 30% des femmes qui sont battues, puis il y a 7% d'hommes qui sont battus. OK. Ou qui ont déjà été battus. Moi, je crois à cette statistique-là, que j'ai déjà entendue, j'ai lu des statistiques. Il y en a qui vont dire c'est autant, il y en a qui vont dire que c'est 30. En tout cas, tu sais, les statistiques, moi, je crois que 30% des femmes ont déjà été victimes de violence conjugale, ou le seront, puis à peu près 7% d'hommes. C'est vrai qu'il y a moins d'hommes qui se font battre par des femmes, je pense. Là, mais 30%, c'est énorme. C'est énorme! C'est incroyable, là. C'est violence, ouais. Puis imagine-toi donc, violence économique, tout ça, ben c'est énorme, là. Puis souvent, il arrive-tu qu'il y a plusieurs types de violence dans une même relation? Là, ouais. Il peut y avoir, parce que n'oublie pas, la violence psychologique, c'est la violence qui est la pire que la violence physique. Ça commence comme ça. Ça commence par la violence psychologique. Ensuite, ça devient de la violence physique. Donc, ça commence par... les adolescents banalisent la violence. Ça commence par « t'es niaiseuse, t'es con, t'es niaiseux, t'es stupide, t'es un moron ». Ça commence comme ça. Ensuite, c'est quoi? Ah, tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas sortir avec tes amis. Tu m'aimes pas, hein? Tu l'as cruisé, hein? Tu l'as regardé. T'es une salope. Souvent, il dit ça, les vraies affaires, là. T'es une ci, t'es une ça. Est-ce que tu as eu des relations sexuelles avec ton chum? Comment c'était avec ton chum? Tu sais, ça commence comme ça, là. C'est de la possessivité, c'est de la jalousie. T'as plus le droit de porter du rouge à lèvres, là. C'est du contrôle. Pas de rouge à lèvres, pas de décolleté, plus capable de sortir dans les bars, dans les discothèques. L'enfer. Les crises de jalousie. Là, qu'est-ce qui commence après? Tu sais, c'est pas typique, c'est peut être ça, là. Je donne un exemple, là. Il commence à lancer des choses. Il commence à lancer des choses, il commence à lancer des assiettes. Il commence à lancer, tu te rappelles celle qui a été brûlée à l'acide, là, Marjorie? C'est pas de sa faute. Il a commencé à lancer des choses, la moutarde, je pense, puis elle est pas partie. Puis là, il a lancé sur elle. Alors ensuite, ça devient elle la cible. Donc là, il commence à la battre. Ça commence pas qu'il la bat, puis à coup de... Non, ça va. Ça commence par une claque, là. Ouais. La claque, je connais une femme qu'après 20 ans, j'ai entendu, après 20 ans, elle a donné une première claque et est partie. T'entends pas la deuxième claque, là.
Ça commence par une claque. Ensuite, il tord le bras. Ensuite, là, regarde, c'est de la violence. Là. Il peut casser une jambe. Il y avait une femme, en fin de compte, tu sais, on peut casser sa jambe, etc. Là. Il y en a qui sont en chaise roulante. Après, là, je veux dire, elles se font battre. Là. Et c'est les femmes, et je vais te dire honnêtement, que ça soit ado, mais surtout les femmes adultes, oui, c'est que elles sont très habiles à masquer ça avec le maquillage, à donner des rationalisations. Je suis tombée, je me suis brûlée. On voit les bleus. Ben, c'est parce qu'ils ont honte. Elles ont honte, elles se sentent coupables. Il les a manipulées, il leur avait dit, je te bats parce que je t'aime, parce que je te corrige, tu me provoques. Il donne des explications. Puis elle croit, puis elle dit, il me bat parce qu'il m'aime. Mais c'est pas ça de l'amour, il t'aime pas réellement. Il n'est pas en amour avec toi, il t'aime pas. On ne fait pas mal à quelqu'un qu'on aime. Il faut quitter, mais elles vont rester pourquoi? Les femmes victimes de violences conjugales? À cause des enfants? Pour ne pas briser la famille, et à cause de l'argent aussi, parce qu'elles sont pas aussi autonomes financièrement, ni dépendantes. Elles peuvent avoir de la dépendance affective aussi. Elles ont peur qu'elles ne trouveront pas quelqu'un de meilleur. Mais c'est sûr, elles ont peur, je vais aller dans une maison d'hébergement, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est difficile, il faut pas juger ces femmes-là. Les gens, je me rappelle André Fortin qui avait enseigné à l'Université de Montréal, elle avait dit, mais il faut comprendre aussi que ces femmes-là, bien souvent, elles partent avec leurs vêtements. Elles laissent la maison. Elle laisse l'argent, elle part. Il faut pas. Tu dis, pourquoi elle n'est pas partie? Ça fait 12 ans. Mais tu n'étais pas dans ses souliers. Il faut être empathique, il faut que tu comprennes. C'est comment c'est difficile d'être dans une raison. C'est un piège, la violence conjugale. Parce qu'au début, elles ne voient pas. Au début, probablement, elles peuvent le voir, mais ils étaient jaloux. Elles pensaient que c'est une preuve d'amour. Il tient à moi. Puis tout le monde voit qu'il est correct, ce gars-là. C'est un bon gars. Mais pour elle, non. Puis comment qu'on peut aider nos jeunes, nos adolescentes d'aujourd'hui pour les sensibilisation. Sensibilisation, moi je le dis dans mes groupes, il ne faut jamais accepter de la violence de quelqu'un. La première claque, c'est une de trop. Ça, c'est certain. Faut en parler. Il faut en parler, puis il faut s'écouter soi-même. Il y en a qui ont parti après la première claque, mais après la deuxième claque, t'attends pas la troisième. Tu le quittes. Et c'est plus facile de le quitter après 3 mois qu'après 3 ans. Parce que 3 ans, n'oublie pas, en relation de couple, les ingrédients aussi, on met des billes, on investit l'argent, la maison, les enfants, on investit. Quitte-le après 2 mois. Il t'a insulté, quitte-le après 2 mois. 2 mois, c'est rien. C'est pas 2 ans, là. Après 1 an, tu t'attaches à lui. Après 7 ans, c'est difficile. C'est pour cela qu'elle reste. Oui. Tu comprends? Ils sont souvent dans leur... peut-être qu'ils pensent que la personne va changer, mais tu te disais... oui, elle pense qu'il va changer. Il s'excuse, il pleure, il amène des fleurs. Hein? C'est la phase de la lune de miel. Il est gentil. Il s'excuse. Il se met à genoux, il se pleure. Il dit, je le ferai plus, je te le promets. Ils font l'amour. C'est une phase de réconciliation. Il y a tension, explosion, réconciliation, phase de la lune de miel. Puis ça reprend. OK? La tension puis l'explosion. L'explosion, c'est quand il est là-bas. Ils font l'amour, la make-up sexe, c'est la relation, la réconciliation. Ils sont en amour par-dessus la tête, mais ensuite, ça recommence. Puis, ce que je trouvais intéressant dans ton livre, tu disais que l'agresseur, lui, il a un esprit tordu. Oui. Puis, en psychologie, tu mennais que c'est des distorsions cognitives. Des distorsions cognitives, il pense qu'elle le mérite. Il pense qu'elle l'a provoqué. Il pense que c'est elle qui est pas correcte. Donc, il comprend pas. Là. Il comprend pas. Lui, c'est un esprit tordu qu'on dit dans le langage familier. Dans le langage clinique, on dit qu'il y a des distorsions cognitives, des façons de penser biaisées, irrationnelles, dysfonctionnelles. Il va dire, tu sais que tu m'as provoqué. Tu sais que quand je deviens comme ça puis je suis en colère, là, ben, il faut que tu arrêtes. Puis c'est toi qui me provoque. Arrête de m'en parler. Je veux plus que tu m'en parles. C'est toi, tu le mérites. Je te bats parce que je t'aime pour corriger tes comportements. Et il pense que la violence est correcte. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On le voit comme un bon gars, hein? T'as un chum, il est vraiment gentil, hein? Mais c'est parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Souvent, ils sont encore plus charmants à l'extérieur. Oui, ils sont charmants. Ils vont être gentils avec la belle famille. C'est un bon gars. On l'aime bien. Il porte le masque. Mais il sait qu'avec elle... Et en fin de compte, c'est un batteur de femmes. Il va battre une autre femme, une autre quand il va la rencontrer, probablement. Tu sais? Ou il va... Un jour violent, toujours tendance à être violent, je crois à ça. Ouais, hein? Il y en a qui vont dire, un jour violent, toujours violent. Il y en a qui vont dire ça. Moi, je dirais, un jour violent, toujours tendance à être violent. Un jour infidèle, toujours tendance à être infidèle. OK. On sait à qui on a affaire. Oui.
Je veux dire, si tu as entendu que ce gars-là a battu sa blonde, ben, il pourrait te battre aussi, hein? Ben oui. Il a trompé sa blonde avec toi, ben, ça risque qu'il va te tromper toi, pas avec une autre fille. Ben oui, on observe le comportement. C'est des patterns de comportement. On est qui on est. Les gens ne changent pas vraiment. Ouais. C'est difficile à faire changer. Maintenant, Ouais. on va s'intéresser aux relations interpersonnelles. Oui. Tu mentionnais que la personnalité de l'individu se développe jusqu'à l'âge de 30 ans Ouais. et que le cerveau, il se développe jusqu'à 25 ans. Oui. Donc ça teinte vraiment nos relations avec les autres. Tu sais, Ouais. comment tu peux expliquer comment on peut faciliter nos relations avec l'autre, avec les Ouais. autres? Les relations interpersonnelles, moi, je crois que oui, c'est un ajustement réciproque. Ça veut dire c'est une adaptation réciproque, c'est-à-dire mutuelle. C'est que moi, je suis qui je suis, mais j'entends ce que l'autre dit, il me donne des indices, il me les verbalise, il me le communique de façon verbale ou non verbale. Il s'affirme, puis moi, je dois m'affirmer. OK? Puis les relations interpersonnelles sont compliquées parce que chaque personne a son style de personnalité. Et parfois, c'est des traits de personnalité mésadaptés ou inadaptés. Ou parfois, il y a de même 15% de la population qui aurait des troubles de la personnalité. Puis là, il y a le caractère de la personne. Le caractère de la personne peut être méchante, mais pas toujours méchante. Elle est parfois méchante. Il y a le caractère colérique. Parfois, elle est colérique, mais pas toujours colérique. Puis il y a le tempérament, comme les gens qui sont timides. Ils sont nés timides, c'est le tempérament. Le tempérament, c'est dès la naissance. Le bébé est facile ou le bébé qui est difficile. Donc, il y a l'identité, le concept de soi, le tempérament, le caractère, la personnalité. Puis ça, là, c'est une adaptation réciproque. Les relations interpersonnelles, écoute, c'est d'en prendre puis d'en laisser. Faire son bout de chemin au lieu de rester sur ses positions. Oui. Et de rencontrer à l'autre à mi-chemin. Pas de dire, je fais ma part, mais l'autre aussi va faire sa part. D'être sur la même longueur d'onde. Si l'autre le considère comme son meilleur ami, mais moi, je le considère aussi comme mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est de voir que chacune de nos relations interpersonnelles n'est pas parfaite parce qu'on n'est pas des gens parfaits. Parce qu'on fait des erreurs. Puis il faut en prendre puis en laisser. Puis il faut aussi savoir que les relations interpersonnelles sont enrichissantes et nourrissantes parce que les gens nous amènent quelque chose. On apprend à se connaître à travers nos relations interpersonnelles. Effectivement. Envers les autres. Tu comprends-tu? On apprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Puis on le vit. Puis aussi, sont déroutantes des relations interpersonnelles parce que chaque personne est différente, parce qu'on a des points de vue divergents. Parce que chaque personne a son moi, son ego. Il y a des gens qui ont un ego vraiment fort. Il y a des gens aussi que, tu sais, ils ont des têtes fortes, comme on dit, des personnalités fortes. Puis c'est ça, les relations interpersonnelles. Puis c'est la communication qui est importante aussi. L'affirmation de soi et l'empathie. Oui. La sympathie. L'empathie, c'est d'être capable de comprendre ce que l'autre vit, son niveau cognitif, de me mettre à la place que l'autre, à sa place. Je me mets à sa place de quelques instants, puis je suis capable d'essayer de comprendre ce que l'autre vit. C'est ça l'empathie, là. Puis il y en a qui ont de la sympathie aussi. Mon ami pleure, puis je pleure. Mon ami est triste, puis je deviens triste. Puis c'est ça la compassion, on parle de la violence. Mon ami qui a quitté son... Mettons mon ami après 10 ans, elle dit, moi, je quitte mon chum parce qu'il me bat, là. Tu le savais, là, peut-être? Ben, je vais être la compassion, le comportement, je vais accepter qu'elle reste sur mon canapé, là, dans mon salon, là. Ouais. Pendant une semaine, une fin de semaine, tu sais, quelques jours, parce que je vais accepter. Parce que j'ai de la compassion, je veux avoir une bonne relation interpersonnelle. Et je veux surtout qu'elle le quitte jusqu'au moment d'aller peut-être dans une maison d'hébergement ou de quelque chose d'autre, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Je vais l'aider. Ouais. Et c'est ça l'aide aussi d'être altruiste, d'aider les autres, les relations interpersonnelles. La couleur, les arcs-en-ciel. C'est comme l'arc-en-ciel, j'ai écrit dans mon livre. Les relations interpersonnelles, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la divergence. Puis chaque relation interpersonnelle, qu'elle soit amoureuse, familiale, estudiantine, est différente, est unique en fin de compte, là. Puis quand il y a des relations interpersonnelles, à un moment donné, c'est ton ami, puis après 3 ans, ou après 20 ans, ou après 10 ans, c'est plus ton ami. Parce qu'il y a une fois t'avouer ta moitié pardonner, oui, il faut pardonner, mais il faut aussi que la personne aussi reconnaisse qu'elle a eu un tort. Puis parfois, c'est ton ami pendant 5 ans, mais ça fait plus l'affaire. C'est comme une relation amoureuse, là. Ça marche pas, là. Que tu fasses comme un emploi, ça marche pas, ben, que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que la personne fasse? Mais ça me fait penser à ce que tu nous disais à un moment donné, l'importance du temps présent. Tu sais, tu peux avoir un ami pour 1 heure, un ami pour une semaine.
Pour 5 ans, pour une Pour vie. 5 ans, ça faut dépend. apprécier vraiment. Il faut apprécier le moment présent, comment on est avec la personne, etc. Puis cette personne-là nous amène quelque chose. Là. Puis ça va être difficile aussi parce qu'on est des gens différents, parce qu'il va y avoir des chicanes, que ce soit des chicanes de couple, des chicanes d'amis aussi. Il y a du bitchage. Tout est sur Facebook de nos jours aussi. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est difficile, hein? C'est difficile la vie, là. C'est ça, il faut que les gens nous rendent la vie plus facile. Il faut qu'on se rende la vie plus facile. Pourquoi c'est chicané autant? Pourquoi tant de violence? On a une seule vie à vivre. Tu sais, sur Facebook, les gens, parfois, ce qui est écrit, c'est vraiment affreux, là. Tu vois, ils se laissent sur Internet, sur Facebook, là. Tu sais, c'est comme ils disent, ça, c'est ma meilleure amie, puis elle a une MTS. C'est affaire de même, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est ma meilleure amie, puis elle a une anorexique ou boulimique. Puis lui, c'est un ci, c'est un ça, etc. Puis on met sa photo. C'est public, là. Beaucoup de jugement. Beaucoup de jugement. Puis je pense un des ingrédients, tu me corrigeras sinon, je pense que c'est une question d'affirmation de soi, être capable de s'affirmer. Oui. Parce que quand on ne peut pas s'affirmer avec la relation qu'on a avec l'autre, déjà, on n'est pas à égalité. Là. Il faut s'affirmer. Je parle avec le jeu. L'affirmation de soi, c'est Karine Larocque qui en donne la définition. Puis cette définition-là est comme pareil dans les sites web. Je suis allé vérifier là, pour les droits d'auteur. L'affirmation de soi, c'est le fait d'être expressif de soi. Karine Larocque, c'est une psychologue humaniste. J'ai suivi sa formation de 3 heures sur l'affirmation de soi, là, sur les émotions aussi. Puis elle avait dit que l'affirmation de soi, c'est le fait d'être expressif de soi. Je communique avec le je, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes valeurs, mes attentes, mes besoins, mes attentes, mes valeurs, mes désirs, mes opinions. Il n'est jamais trop tard, comme elle disait, de prendre l'escalier puis de le dire. De le dire que je suis pas d'accord pour pas attendre qu'il y ait une grosse chicane de couple. J'aime pas ça que tu regardes les autres filles. J'aimerais que tu me complimentes plus. J'aimerais qu'on se parle dans les yeux. J'aimerais qu'on ait du temps, une fois par semaine, même si on est mariés, de sortir au cinéma. J'aimerais qu'on rallume la flamme dans nos relations sexuelles intimes. J'aimerais ça qu'on revienne comme on était. C'est-tu possible? Je trouve que j'en fais trop de tâches ménagères. Je trouve que tu m'écoutes pas assez. Je trouve que tu me respectes plus. Je trouve que tu m'aimes juste pour mon corps. Tu sais, les affaires qu'on entend, la fille dit, est-ce que tu m'aimes moi ou est-ce que tu aimes mon corps? Alors, pourquoi tu le dis pas à lui? Tu devrais le dire. Puis si la personne ne s'ajuste pas puis s'en fout, ben t'as ta réponse aussi, là. Ben c'est ça. C'est de s'affirmer sans accuser, sans juger. Non, sans t'accuser. Juste exprimer notre besoin. Donc, tu vas voir sa réaction. Après ça, on s'ajuste. Après, tu t'ajustes, tu restes. Rester, endurer, quitter ou consulter. Un psychologue. J'aime ça. Veux-tu le répéter? Ouais. Alors, il faut endurer, quitter, communiquer ou consulter, psychologue. C'est les 4, je le dis à mes étudiants. Il y en a, c'est difficile d'endurer, mais c'est difficile de quitter. Oui. C'est difficile de consulter un psychologue, thérapie de couple, là. Mais on peut communiquer. Communiquer. Mais quand l'autre est ouvert. Quand l'autre est ouvert. Mais s'il n'y a pas de communication, le psychosociologue, si tu me permets, le psychosociologue, Jacques Salomé l'avait dit dans ses formations. J'ai suivi aussi une conférence. Un couple sur 2 ne se sépare pas parce qu'il ne s'aime pas, parce qu'il ne communique pas. Le psychosociologue Jacques Salomé l'avait dit. Un couple sur 2 se sépare pas parce qu'il ne s'aime pas, parce qu'il ne communique pas. Puis c'est difficile de communiquer. La fille a dit, il doit le savoir que j'aime pas ça quand il dit ça ou quand il fait ça. Non, il sait pas. Il sait pas, il est pas dans ta tête, il faut que tu le dises. Pourquoi tu le dirais pas? Je veux pas le dire parce que comment il va réagir? Mais c'est parce que c'est ça ta relation, la clé de la communication, là. La clé dans une relation de couple, c'est la communication. Il faut que tu le dises. Et si il y en a qui vont le communiquer avec le non-verbal, avec les expressions faciales, etc., le ton de voix, quand tu es en colère, la posture, le regard, etc. Puis ça, c'est la séduction aussi dans le regard, là, puis il faut être bien là-dedans. Je pense bien dans sa tête, bien dans sa peau. Oui, je pense qu'on devrait le faire à tous les jours. Je pense que oui. C'est un must. Écoute, c'est super intéressant. Tu nous as parlé de santé amoureuse, des relations interpersonnelles, de la violence au sein du couple.
j'aimerais ça savoir, il nous reste quelques minutes. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? As-tu des projets qui s'en viennent? As-tu un nouveau livre? Ou c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient? Moi, je suis rendu à ma 2e année de promotion. Puis ma 2e année de promotion est jusqu'à septembre 2019. OK. Donc moi, dans le sens que moi, ce que j'avais fait à date, j'avais contacté les bibliothèques. Oui. Puis les bibliothèques qui l'ont pas acheté, je l'ai envoyé mon livre comme don. OK. Parce qu'il va être dans 90% des bibliothèques dans toute la province de Québec. Donc, j'ai vraiment fait ma part, là. Ben, je pense 90, mais il y en a beaucoup, là. Tu sais ce que je veux dire? Il y a beaucoup qui vont l'avoir, là. Donc, mettons que la Bibliothèque municipale de Montréal, il y en a 41 bibliothèques sur 48 qui vont l'avoir. Mais c'est moi aussi qui ai envoyé beaucoup de livres, là. Mais, ce qui s'en vient pour moi, c'est que je vais revenir ici à CJMD 96,9. Merci de m'avoir accueilli. Puis j'ai une entrevue. Ben, je vais être avec Nathalie Jean. Oui. Dis-moi tes peurs. Donc, Oui. on va parler plus de santé mentale. Puis peut-être qu'il y en aura quelque chose d'autre en 2019 ici à CJMD. C'est pas encore confirmé. Une autre entrevue. Ça j'aimerais ça. Puis, je vais passer à la télévision. Donc, ça, c'est la première fois que je vais passer à la télévision de toute ma vie. Puis là, je sais que À quelle émission? c'est l'émission Arts et Lettres. OK. Puis c'est le canal Ici Télévision. Moi, je l'ai, le canal Ici Télévision. C'est le canal 238 OK. avec Vidéotron. Mais tu peux l'avoir avec Bell puis Rogers, etc. 238, Ici Télévision. Arts et Lettres avec l'animateur Kamal, mais je me rappelle plus c'est quoi son nom de famille. Il y aurait aussi... Ben, d'autres émissions de radio, mais c'est pas encore confirmé. Et j'ai aussi, je sais pas, je croise mes doigts avec le Canal M, Vue et Voix. C'est à 5 minutes de chez moi. Et peut-être elle avait dit, si jamais ils ont les fonds et tout, ils pourraient m'inviter plusieurs fois dans une des émissions comme être un collaborateur, tu sais, comme pour les entrevues. Ça serait génial. Et ce que je veux faire aussi, c'est probablement des conférences. Oui, c'est ça. Mais j'en ai fait une au Centre Saint-Pierre, mais ça serait en 2019. Mais là, je veux comme finir les entrevues. Il y aura peut-être d'autres entrevues à Québec. Ça, on va voir ça aussi. Donc, écoute, j'ai le projet d'écrire un autre livre, je ne l'ai pas pour la prochaine année parce que ça a pris beaucoup de temps de l'écrire. Puis là, je suis en train de faire la promotion pour la 2e année parce qu'il y a des livres aussi qui restent à vendre pour la 2e année. Ouais. Donc, ça serait de faire la promotion la 2e année. Le Salon du livre, je le fais pas cette année. Je l'ai déjà fait l'année passée à Québec puis à Montréal. Puis Béliveau Éditeur, il m'avait invité pour le kiosque. C'était génial. Donc, je pense que c'est ça. Puis aussi... j'enseigne à temps plein, ça c'est mon projet aussi. Puis on va voir les autres projets, mais pour l'écriture, je laisse ça sur la glace. Je veux faire la 2e année de promotion. Donc c'est ça ce qui s'en vient pour moi. On va voir pour les chroniques, on va voir pour les entrevues de radio. La télévision, ça va être une entrevue, je pense, de 30 minutes là. Donc voilà. Puis je suis sur Facebook. Oui, on peut te retrouver sur Facebook. Tu vas sur Google, tu tapes Alex. Excuse-moi. Tu tapes Alex Saraf, S comme Suzanne, A comme Annabelle, R comme double R. Oui. A comme Annabelle, puis F comme Francis. Alex Saraf sur Google. Tu tapes Alex Saraf, Facebook, page professionnelle d'écrivain. Mais je vais l'indiquer dans notre page Facebook. Ah, génial, merci. Ouais. Ça va être Et facile. Là, tu peux me communiquer avec moi sur Facebook. J'ai seulement 53 amis Facebook. C'est pour le niveau professionnel. J'accepte même pas mes propres amis. Donc, c'était vraiment page professionnelle pour mes amis Facebook. J'en ai 53. Puis, je suis en train de faire des démarches, là, comme j'envoie ça aux gens qui veulent aussi mon livre. Je l'ai envoyé pour la radio à Montréal, ainsi de suite. Puis, il y a aussi, c'est ça, sur Facebook, tu peux me retrouver là. Il y a mes capsules vidéo sur YouTube. Oui, c'est ça, tu fais des capsules vidéo. Je l'ai fait, je suis sorti de ma zone de confort. Au début, je voulais pas trop. Tu sais, je suis comme, non, je vais être sur YouTube. Mais là, j'adore être sur YouTube. C'est sur la chaîne YouTube Béliveau Éditeur. OK, je vais l'indiquer aussi. Ouais, Annabelle Boyer, je lui remercie infiniment d'avoir été là tout au long, puis les autres aussi de Béliveau Éditeur, Mathieu Béliveau, puis Sylvain Dion. Mais Annabelle Boyer l'avait mis sur la chaîne Béliveau Éditeur YouTube. Donc, j'ai fait des capsules vidéo. À date, il y a 3 capsules. Il y a d'autres capsules qui s'en viennent, là. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Sur des thèmes de ton livre ou en général? Psychologie positive, il y a déjà une chronique. OK. Psychologie de la sexualité, il y en a voir. Je l'ai enregistrée, elle va probablement mettre ça dans les prochaines, dans le futur, là. OK. J'en ai fait une sur l'amour.
OK. J'en ai fait une sur tout le livre, les 20 minutes que je pars du livre. Ça, c'est sur Internet, là. OK. Donc, sur l'empathie, l'affirmation de soi, ça, je l'avais faite. La santé amoureuse, la santé mentale, peut-être que je vais en faire en 2019. Ça va être probablement cet été, là. Donc, c'est ça. Puis, les entrevues de radio, ben, c'est filmé aujourd'hui. Puis, les entrevues de radio à CJMD, celle avec Marilyn Petit, elle sera sur Internet, sur YouTube, mais c'est sur mon Facebook, là. Ouais, c'est ça, tu les publies sur ta page. Je publie sur ma page Facebook, tu peux m'écouter, liker, s'il te plaît, mes vidéos, puis sur YouTube, liker mes pages. Là-dessus, donc, puis le livre se vend sur Internet maintenant. Renaud Bré, Archambault, Béliveau Éditeur, Indigo, etc. Puis c'est ça. On va rappeler le titre aux Ouais, auditeurs. vas-y. La psychologie pour apprécier l'humain, qui est publié chez Béliveau Éditeur. La préface de Yvon Dallaire. Oui. Et j'aime beaucoup la petite phrase qui vient en dessous de ton titre. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Oui, c'est vrai. Hey, ça a été un véritable bonheur de t'avoir avec nous à l'effet papillon. C'est vraiment agréable de t'entendre parler de la psychologie. On voit vraiment que tu es passionné de ça. Merci. Les étudiants ne doivent pas s'ennuyer dans tes cours. Oh non, il aime bien mon cours, je peux te dire. Là, je suis vraiment... Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli. Oui. Ça m'a fait plaisir. Je suis venu de Montréal, mais ça Ben valait oui. le déplacement. Puis j'étais très heureux d'être aujourd'hui ici. Ben oui, écoute, on va avoir tes émissions en 2 blocs. Il va en avoir une première heure, je dirais en novembre, puis une Ouais. deuxième heure en décembre. Génial. Je Ça vais- va être sur mon Facebook aussi. Oui, ça va être ça, sur on va YouTube on va le probablement. publier. On va tout indiquer les informations. Parfait. Ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci, Ça a été Lynn. un grand bonheur. Merci. Bye. Bye. Rebonjour, mesdames et messieurs, Céline Drouin, votre animatrice à l'émission L'Effet Papillon. Maintenant, je vais vous faire part d'une dernière partie d'entrevue avec Alex Saraf, un petit 10 minutes. Tout à l'heure, l'entrevue paraissait de se terminer, mais il nous reste encore un petit 10 minutes où est-ce que M. Saraf va nous parler de psychologie positive. Je vous laisse entre les mains de notre invité et je vous souhaite une belle journée. Je vous fais un au revoir tout de suite. Et on va se retrouver la semaine prochaine à la même heure et la même journée, mardi prochain, dès 10h. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis. À très bientôt. Là, aujourd'hui, on aborde ça sous forme de chronique. Tu vas nous parler de psychologie positive. Oui. Et en psychologie positive, c'est un mouvement, c'est une approche en psychologie Oui. qui est très populaire ces temps-ci. Oui. Comment tu peux la décrire? Ben, premièrement, la psychologie positive, elle a été... c'est un mouvement, c'est une approche de Seligman. L'auteur, c'est Seligman qui a écrit sur la psychologie positive. La psychologie positive, c'est en fin de compte de voir aussi le côté positif et non pas seulement de voir le négatif. Donc, il y a des psychologues qui en parlent. Il y avait, en fin de compte, il y avait la psychologue, l'auteur qui est venu avec la conférence, qui nous a donné une conférence. J'ai suivi 2 conférences, je pense, avec psychologues sur la psychologie positive. Puis, je me rappelle la conférencière qui était une psychologue, qui était, en fin de compte, elle était, il y a 2-3 semaines, je pense, avec l'émission de Marilyn Petit, mais je me rappelle, c'est Lucie Mandeville. Lucie Mandeville qui a écrit 2 livres et c'était elle, j'ai suivi sa conférence au colloque de l'Association des professeurs de psychologie du réseau collégial du Québec, APPRCQ. Puis c'était, on y va 3 jours en juin à chaque année. Moi, c'était Lucie Mandeville elle avait dit la psychologie positive. Je me rappelle, elle a donné les principes de la psychologie positive. Les principes de la psychologie positive, je pense que c'était elle ou une autre auteure. Je pense que j'ai eu 2 conférences. Écoute, ça fait des années, ça fait plus que 7 ans de ça. Puis ces psychologues-là, que ce soit Lucie Mandeville ou une autre, ce qui a été dit, c'est que le cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique à pencher, à axer son analyse et de voir le négatif. Le cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique, neurochimique, à voir le côté négatif, à d'être
penché, axé sur l'aspect négatif. Ça veut dire qu'elle avait dit, la neuropsychologue, qu'il faut déprogrammer le cerveau au niveau neurobiologique de voir les aspects positifs. C'est-à-dire qu'on voit toujours plus le côté négatif, le côté sombre, le côté noir, plutôt que de voir le positif. Donc, la psychologie positive, entre autres, là, c'est de prendre le négatif puis de le tourner en positif. Donc, c'est pas d'éliminer les négatifs. Là. C'est pas d'éliminer le négatif, c'est de s'en servir du négatif puis de le tourner. Puis sans la psychologie positive, moi, je suis de cette approche-là. Puis il faut pas non plus rentrer dans le jeu négatif. Exemple, pour les entrevues, ce que je dis à mes étudiants puis ce que je dis aux autres, quand on te pose en entrevue, là, on pose toujours la question. Donne-moi 3 de tes qualités, 3 de tes défauts. Mais moi, je suis d'approche psychologie positive. Et j'ai suivi aussi à l'Université de Montréal, il y avait la conseillère d'orientation scolaire et professionnelle, elle avait dit non, il faut toujours donner toutes nos qualités. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai dit, je vous donne 6 de mes qualités. Là, ils disent, non, on veut 3 défauts, 3 des qualités. J'ai dit, ben non. Un défaut, c'est une qualité. Effectivement. Puis une qualité, c'est un défaut aussi. Tu sais, la personne peut être naïve, mais c'est une qualité et un défaut. La personne est authentique, c'est une qualité et un défaut. La personne qui est perfectionniste, tout le monde pense que c'est un défaut. Mais c'est aussi une belle qualité. La personne fait super bien son travail. Tu comprends-tu? Tu peux être gentil, mais tu peux être trop gentil. Les gens en profitent de toi. Les gens ambitionnent. Tu comprends-tu? Donc, c'est ça. Donc, il faut toujours voir le côté positif. Pourquoi tu donnerais des 3 tes... Puis, tu sais, parfois, dans les relations de couple, quand tu rencontres la personne dit, dis-moi ton pire défaut. Mais tu le dis pas. Tu dis, ben, tu vas me découvrir tel que je suis. Parce que je suis qui je suis. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc ça, c'est important, donc, de prendre et moi, je me rappelle que la neuropsychologue avait dit que les psychologues cliniciens se servent de la psychologie positive. Parce que selon les psychologues d'approche psychologie positive, les psychologues cliniciens en séance de psychothérapie, ce qu'ils font, c'est que selon eux, le client ne sait pas qu'il sait au fond de lui comment faire pour aller mieux. Le client ne sait pas qu'il sait au fond de lui comment faire pour aller mieux. Ça veut dire que c'est latent, c'est endormi, c'est caché chez la personne, c'est enfui en lui, mais au fond de lui, il le sait comment faire pour aller mieux. Donc, on pose la question, les psychologues cliniciens font ça, ils posent la question au client qui est dépressif. Vous êtes en dépression, monsieur? Oui, je le sais. Demain, vous allez vous réveiller. Vous n'êtes plus en dépression. Comment vous allez agir? Comment vous allez penser? Donc, le client va dire, je vais me réveiller, je vais brosser mes dents, je vais sourire, je vais sortir dehors, je vais pas m'isoler. Donc, il sait comment faire pour aller mieux. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais il s'est enfui en lui, là. Donc, il faudrait qu'on mette, que ça devienne manifeste, que ça devienne visible, même si c'était caché au début. Donc, la psychologie positive, de voir que la vie est belle et simple aussi. Puis pas juste de voir que les gens la rendent compliquée, mais c'est parce qu'on peut changer aussi. T'sais, parfois, il y a aussi le fait c'est difficile à changer s'il y a de la pauvreté, s'il y a de la violence, mais que de voir aussi l'aspect positif. Tu sais, quand on se sépare, on voit toujours ça comme un échec, une rupture amoureuse. Mais en fin de compte, on se rend compte parfois avec les années, que mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc la psychologie positive, on s'en sort, c'est pour grandir intérieurement. On s'en sort toujours plus grandi. C'est la résilience qui nous tue pas, nous rend plus forts. Donc ça, c'est la psychologie positive, de voir les belles choses. Les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Ça, c'est un extrait de mon livre. C'est ça comment j'ai décrit. Donc, c'est ça, la psychologie positive. Il y a d'autres aspects aussi de la psychologie positive. Il faut aller voir Seligman, puis etc. Donc, moi, c'est ça ce que je crois. Puis, moi, je suis de cette approche psychologie positive. Je veux entendre les commentaires positifs. Je veux pas juste entendre les négatifs. On l'entend, négatif. On peut-tu l'entendre, le positif? Parfois, c'est tout ce qu'on entend. Dans une gang d'amis, t'entends juste les gens qui se bitchent. Pourquoi juste le bitchage? Pourquoi on n'entend pas le positif? Puis ça, je vais le dire honnêtement, ça, c'est dans le milieu de travail de tout le monde. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on te le dit. Ouais. Mais quand tu fais quelque chose qui est bon, on te le dit pas, hein? On te dit pas, t'as fait bien ton travail. Pourquoi qu'on le dit pas? On a comme peur que la personne non, on le dit pense pas, meilleure ou... On le dit pas parce qu'on prend pour acquis que la personne doit bien faire son travail. Donc, si elle fait quelque chose de bon, elle a bien fait. Mais si elle a fait une erreur, oh non, il faudrait lui dire. Puis on lui dit, t'as fait une erreur, on veut plus entendre ça. On veut plus que tu fasses ça. Mais pourquoi on n'entend pas le positif? Pourquoi on le dit pas quand ça va bien? Pourquoi on récompense pas les bons comportements? Pourquoi seulement on punit les mauvais comportements?
comme pour acquis. Parce que mais là, on veut entendre le positif. Quand on fait un beau travail, on peut-tu le dire? Puis on le dit pas. Tu sais, les supérieurs, les boss, là, tu sais, ils vont pas le dire. Mais quand ça va pas bien, quand tu as fait une erreur, ils vont te le dire, je peux te le dire. Puis la psychologie positive aussi, c'est de savoir qu'on fait des erreurs. Puis c'est pas si grave de faire des erreurs. On apprend à travers nos erreurs. C'est ça, on prend l'erreur, l'aspect négatif, puis on tourne en positif. Alexander Pope avait dit l'erreur est humaine. Les psychologues humanistes disent c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. Ça veut dire qu'il faut pas que ça joue sur notre estime de soi. Puis, tu sais, la psychologie positive, de voir... Tu sais, je vais donner l'exemple simple. Là. La psychologie positive, c'est de voir aussi qu'est-ce que les gens peuvent nous rapporter de positif, pas juste du négatif. Tu sais, exemple, pour travailler entre... Tu sais, dans le milieu professionnel, il y a des gens qui vont dire... Il y a des femmes qui vont dire c'est difficile de travailler entre femmes. Ouais. Parce que les femmes vont se bitcher, certaines, pas toutes, la minorité peut-être, en tout cas, il y en a qui vont le faire. Mais il faut voir aussi qu'il y a la complicité. Oui, c'est vrai. La complicité féminine, ça c'est important de se tenir parce que les femmes aussi veulent pas vivre des injustices, le double standard, etc. Donc, voir aussi de la psychologie positive, c'est bon de se ressembler puis de regrouper parce qu'on ressemble aux autres, on a des points de vue différents, on s'isole pas des autres, on s'exclut pas. Donc ça, c'est important aussi. Tu sais, de voir que la nature humaine est comme ça, puis il faut se tenir ensemble, puis de voir les belles choses de la vie. C'est ça, la psychologie positive, là. Puis de voir que... la psychologie positive aussi, moi, j'ajouterais, selon moi, c'est de faire la paix avec le passé. Oh, ça, c'est bien, oui. Faire la paix avec le passé, ce qu'on avait fait, ce qu'on a vécu, ce que les gens nous font vivre aussi. Vivre le moment présent. Puis, comme on dit en anglais, looking forward to the future. Ça veut dire aller de l'avant, dire qu'on a hâte au futur. Puis c'est comme ça, les personnes âgées, c'est ça ce qu'ils ont fait, là aussi. Là, c'est la sagesse. Ils ont fait le passé. Ils n'ont pas peur de le futur, la mort. Ils vivent le moment présent. Vivent le moment présent. C'est ça la psychologie positive. Oui, le ici et maintenant. Je peux pas changer les choses du passé. Je peux les réparer parfois, oui, mais parfois ça m'appartient pas. Les choses qui m'appartiennent, puis les affaires qui m'appartiennent pas, ça les humanistes disent. On peut changer les philosophes qui ne m'appartiennent pas, mais il y a des affaires qui ne nous appartiennent pas qu'on ne pourrait jamais changer. Donc, vivre le moment présent, que la vie est belle. L'instant maman, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Dans l'émotion, dans l'experiencing, ton maman. Chaque maman est précieux parce que je l'ai dit, je vais le dire ici aussi, on a une seule vie à vivre. Il faut se rendre heureux. Oui, c'est vrai. Il faut se rendre heureux, puis il faut laisser les petites affaires qui nous dérangent, puis tout ça. Il faut dire, regarde, j'ai une seule vie à vivre, je veux la vivre et c'est ma vie. Et c'est moi qui en fais ce que je veux et je veux la vivre, une belle vie parce qu'on a une seule vie à vivre et la vie est vraiment courte aussi, là. Et la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Quel beau mot de la fin, Alex. Ben oui.